à ouvrir, puisqu'on était, vous savez, dans la construction, on est toujours dans la construction du parc national. Ça n'a pas été facile de l'avoir, je vous garantis, parce qu'il est du niveau des plus grandes stars de la chanson. Pour l'avoir, il faut s'accrocher. Et en fait, j'ai un grand bonheur parce que ce soir, il est là. C'est vrai que Philippe, que vous connaissez tous, qui c'est qui ne connaît pas cet homme-là? Toi, tu ne le connais pas? Ah, si tu le connais, je suis sûr que tu le connais. Vous êtes venu en Antirandais, en fait. Voilà, on a le plaisir d'avoir Laurent Tillon. Et il va pouvoir nous parler de ces deux grands sujets, son chêne préféré, mais aussi les chauves-souris. Je pense que ça intéresse tous les gens qui sont ici. Je connais pas mal d'entre vous, je sais que ça va vous passionner. Bonne soirée. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, juste pour prendre la relève après l'introduction de monsieur le maire de Brive, donc je suis Philippe Fiderieux, je suis directeur du Parc National et c'est vraiment un grand plaisir pour le Parc National d'accueillir Laurent Tillon. Laurent Tillon, donc, au-delà d'être conférencier, également chargé de mission forêt, biodiversité et faune à l'Office national des forêts, et également donc responsable du réseau naturaliste mammifère, il me semble. Voilà, et donc à ce titre, c'était extrêmement important pour le Parc national de pouvoir engager des discussions avec l'ensemble du réseau naturaliste. Et on avait prévu, nous, de notre côté, des temps d'échange demain. Et donc c'est un grand bonheur de pouvoir accueillir Laurent Tillon pour cette conférence ce soir. Et donc je tenais vraiment à le remercier pour sa présence et puis je vous souhaite de passer un bon moment en sa compagnie. Et donc je ne vais pas plus tarder à lui laisser la parole pour cette conférence intitulée De l'arbre à la chauve-souris, les fantômes de nos forêts. Je suis persuadé qu'on est tous impatients de découvrir les nombreux mystères qui entourent à la fois les arbres et les chauves-souris. Voilà, Laurent. Bonsoir à tous. Donc, bonsoir, merci de m'accueillir. C'est vrai qu'on avait échangé il y a 2 ans et demi, 3 ans pour que je puisse vous rendre visite. Et j'avais du mal à me décrocher de mon chêne. Ça doit être ça. Bon, vous êtes un peu intimidant vu de là. En plus, il y a plein de têtes que je connais. C'est toujours un peu intimidant, ce genre de choses. Et d'autant plus que moi, j'ai plutôt l'habitude de travailler sur les chauves-souris la nuit, en forêt. Alors, c'est pas là qu'on rencontre le plus d'humains. Sauf parfois avec un micro. En fait, on rencontre des congénères, des gens qui ont eux aussi un détecteur d'ultrasons, une lampe frontale en forêt. Mais en dehors de ces gens-là, généralement, on ne croise pas grand monde. En fait, mon métier, il vient d'une prise de conscience. J'étais un petit peu plus vieux que toi. J'étais adolescent et en fait, au moment de mon adolescence, je fais une rencontre dont je vais vous parler un tout petit peu, mais qui change radicalement les choses pour moi avec une vraie prise de conscience. Alors, c'est quelque chose que j'ai gardé assez secret, d'ailleurs, pour tout vous dire. Le livre Être un chêne, au départ, il ne devait pas être publié. Je l'avais écrit pour moi, j'avais écrit le livre sur la forêt que j'avais envie de lire. Et puis c'est mon éditeur qui voulait que je lui écrive quelque chose sur les chauves-souris. Et puis j'ai été pris par le syndrome de la page blanche que connaissent parfois certains auteurs. Et du coup, un peu pris par voyez, le syndrome du bon élève qui va se faire rouspéter, je me dis, mince, il faut que je lui donne quelque chose. Et je lui donne Être un chêne que j'avais sous le coude dans mon ordinateur. Et puis ça a donné l'histoire que je vais vous raconter pour partie ce soir. Mais donc, à l'émergence de cette histoire, il y a une rencontre. Et une rencontre qui s'opère au moment de l'adolescence. Alors après, pour tout le monde, je ne sais pas comment se passe l'adolescence. Pour ce qui me concerne, il y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à vivre pour moi. Et j'avais pris l'habitude de prendre mon vélo, puis d'aller en forêt, et d'expulser toute la colère, toute l'énergie que j'avais en pédalant comme un fou. Et là, vous voyez sur le chemin, sur la photo que vous avez à l'écran, juste là au centre, il y a un chemin, qui est un chemin sableux. Alors, je ne sais pas si certains parmi vous font du vélo, mais j'ai fait des kilomètres sur ce chemin sableux. Généralement, ça fatigue un peu. Ouais, c'est dur, exactement. C'est un peu compliqué. Donc, j'étais un peu fatigué. Et puis, je continue à avancer et je me retrouve au niveau de la zone avec la flaque d'eau. Et là, les mots comptent.
la chaîne de mon vélo a sauté au niveau de ce sanctuaire dans lequel se trouvent des chaînes, juste à proximité. Je me retrouve les pieds dans l'eau en me disant « mais qu'est-ce que je fous là ?» Et puis je lève la tête, et c'est là que je vois ce fameux sanctuaire. Et en regardant un peu autour de moi, en étant attentif à tout ce que je peux entendre, notamment j'entends quelques chants d'oiseaux, là, un pinson qu'on entendait. Et là, pour la première fois depuis des années, je me sens vraiment serein, j'ai l'impression d'être à ma place. Et c'est le fait de m'y sentir si bien qui m'a donné envie de revenir sur la zone aussi souvent que je le pouvais. Et donc à chaque fois que j'avais l'opportunité de prendre mon vélo pour revenir sur la zone, eh bien j'y venais. Alors vous avez vu, c'est une zone prédominée par les chênes, mais il y a aussi un ou deux hêtres qui traînent. Et puis assez vite, à force d'y venir, j'ai voulu m'adosser contre un arbre, donc je me suis adossé contre un hêtre. Et les hêtres, je ne sais pas si vous y êtes déjà mis contre l'écorce de hêtre, elle est lisse, mais en fait elle est aussi très dure. Et du coup, je ne m'y sentais pas hyper bien. Je me suis mis d'abord contre un premier hêtre, puis ensuite un deuxième. Et puis après, j'ai essayé un chêne, un deuxième chêne, jusqu'à un moment où j'ai vu cet arbre-là, qui était l'un des plus grands, l'un des plus gros du secteur. Et du coup, j'ai commencé à tourner un peu autour, et il a, à ses pieds, un empattement, c'est-à-dire le démarrage des racines qui s'enfoncent dans le sol, avec un écartement idéal qui me permettait de me caler contre le tronc, et de me sentir comme dans un fauteuil, vous voyez, avec la possibilité d'avoir des accoudoirs sur lesquels reposer les bras, donc c'était parfait. Et en fait, ce qui est un petit peu particulier en plus sur la zone au niveau du chêne, c'est que la partie propice pour m'asseoir, elle est à l'opposé de l'arrivée par le chemin. Donc du coup, c'est idéal, c'est parfait, je peux m'y mettre tranquillement pour lire, pour méditer, pour dormir s'il le faut, personne ne me voit, les gens qui passent sur le chemin ne me voient pas, donc ça c'est assez parfait. Et donc j'ai pris l'habitude d'y aller, et effectivement je m'y sentais bien, et je pense que parmi vous, voilà, vous devez avoir une appétence particulière pour la forêt, il y a même, voilà, vous en avez fait un parc de ce territoire, c'est bien qu'il mérite son intérêt pour la forêt, et que les gens aiment bien être dans cette forêt. Et c'est vrai que quand on va en forêt, globalement, on s'y sent bien. On s'y sent bien parce que déjà, on est loin de l'accélération de la vie quotidienne, notamment quand on est proche des villes. On est aussi dans des systèmes qui sont beaucoup plus calmes. Il y a moins de bruits qui peuvent être un petit peu agressifs pour l'oreille, comme on peut les avoir en ville. Et pour vous donner juste un chiffre, on s'y sent tellement bien, on a tellement besoin de la forêt, qu'on dénombre jusqu'à 1 milliard de visiteurs par an dans nos forêts françaises. Ce qui est considérable, ce qui indique bien que les gens ont vraiment envie d'y aller. Alors, donc, parmi ce milliard de visiteurs en forêt, certains n'y vont qu'une fois dans l'année, d'autres y vont tous les jours. Et c'est ce qui explique justement ce chiffre qui est assez considérable. Alors, je ne vais pas rentrer dans des grandes règles de biologie, mais parmi les raisons qui font qu'on aime bien la forêt, il y a le fait que, là vous voyez, ce sont des jeunes feuilles du printemps qui viennent tout juste d'émerger. Elles sont bien claires, elles sont translucides, on voit à travers. Et c'est vrai que c'est du coup ce feuillage tout vert est composé de chlorophylle qui permet la photosynthèse. Je ne rentre pas dans le détail. Ce qui compte, c'est que cette étape-là de la photosynthèse permet la fabrication de l'oxygène qu'on respire, et puis aussi de relarguer de la vapeur d'eau qui, à un moment donné, joue son rôle pour adoucir le fond de l'air. Mais il ne se passe pas que ça. Et là, on va essayer de se mettre un peu en condition. On va imaginer, allez, projetons-nous tous collectivement au printemps, on va imaginer qu'on est un début mai, on se promène en forêt, le ciel est bleu, il n'y a pas de vent, tout est magnifique, vous vous promenez, et pourtant vous entendez qu'il pleut comme une petite pluie. Peut-être que vous l'avez déjà remarqué certains printemps. En réalité, cette petite pluie, ce n'est pas de l'eau, c'est des crottes de chenilles. Et ces crottes de chenilles, alors c'est là que ça va être un petit défi, elles contribuent à faire que vous vous sentez bien. Donc je vous le refais, on est au mois de mai, le ciel est bleu, pas de vent, vous vous promenez, vous vous faites chier dessus par les chenilles, parce que vous avez clairement les choses en fait, et pourtant ça vous fait du bien. Alors c'est là que je vais tenter de vous convaincre que ça vous fait du bien. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, déjà, première chose, pourquoi
il y a des chenilles, comment on peut détecter qu'il y a de la présence de chenilles? Alors parfois on les distingue, parfois elles peuvent même être suspendues à un petit fil, ou alors elles sont sur les feuilles. Là vous voyez à l'écran une feuille qui est un petit peu grignotée. Et c'est vrai que ces chenilles, elles ont une particularité, c'est qu'elles ont compris que au moment où la luminosité commence à augmenter à partir du printemps, c'est que c'est l'heure de ce qu'on appelle le débourrement, c'est-à-dire l'éclatement des bourgeons qui va laisser sortir les feuilles des bourgeons. Et là, on a des petites chenilles, en particulier d'une espèce, la tordeuse verte du chêne, c'est celle qu'on a à l'écran là, et qui va donner au mois de juin un petit papillon vert, d'où le nom, voilà, tordeuse verte du chêne, parce que ce petit papillon vert, il fait seulement 2,5 cm d'envergure, il n'est pas très grand, il vole essentiellement la nuit, mais n'empêche qu'il peut y en avoir un certain nombre quand même en forêt, on peut en compter jusqu'à 100 000 à l'hectare certaines années. Donc c'est quand même assez considérable. Et lui, il se nourrit de feuillage. Et les fameux trous qu'on voyait sur la feuille tout à l'heure, eh ben, ça correspond à un trou de consommation par la chenille tordeuse verte du chêne. Alors là, on va rentrer dans le détail. En fait, que se passe-t-il au moment où la chenille sort de l'œuf? Elle sort de l'œuf quand l'heure est venue, elle arpente la branche pour aller jusqu'à la feuille, arriver jusqu'au bourgeon, rentrer à l'intérieur du bourgeon, manger les premières feuilles qui sont en cours de formation à l'intérieur du bourgeon. Les autres du même bourgeon commencent à sortir, et là notre petite chenille vient sur la feuille qui est uniquement chargée en sucre, donc là tout est bon, et elle commence à grignoter. À partir du moment où la chenille enfonce ses mandibules à l'intérieur du limbe de la feuille, au niveau des cellules. Les cellules qui sont attaquées émettent de manière immédiate une hormone de stress pour la feuille, qui est la chromatine. La chromatine se diffuse au niveau de la cellule qui est attaquée pour aller jusqu'aux cellules voisines. Dans les 15 secondes qui suivent, les cellules voisines fabriquent une autre hormone qui s'appelle l'acide jasmonique et qui va circuler à l'intérieur de la feuille. Ces deux hormones sont porteuses d'un signal, attention, attaque de chenille tordeuse verte du chêne. Et à partir de ce moment-là, la feuille, elle réagit. Elle réagit d'une première manière. D'abord, elle change la concentration en potassium et en azote au sein de chacune de ces cellules. Ça a pour conséquence de rendre la feuille un petit peu indigeste. Autrement dit, la chenille, elle est un petit peu perturbée dans sa digestion. En gros, elle a la chiasse. Et c'est ce qui entraîne chez elle cette évacuation de ces excédents d'azote et de potassium. Et donc, on se fait chier dessus. Mais ce qui se passe après, c'est que ça ne s'arrête pas là. Vu que la chenille élimine cet excès d'azote et de potassium, eh bien, ça veut dire qu'elle va continuer à grignoter la feuille quand même si elle mettra plus de temps à assimiler les sucres et puis du coup à grandir. Donc à partir de ce moment-là, il se passe un nouveau phénomène. La feuille va commencer à modifier sa structure même. Elle va fabriquer des molécules très complexes, très difficiles à digérer pour la chenille, qui sont des tanins. Alors parmi les tanins, en fait, les arbres, ils en fabriquent plein de ces molécules complexes. Il y a 3 tanins que vous connaissez peut-être. Le bois est constitué de 3 tanins. La cellulose, la lignine et l'hémicellulose. Tout ça, c'est des tanins qui permettent de rendre le bois dur et solide. Ça explique le fait qu'à partir du moment où l'arbre fabrique des tanins pour protéger la structure de sa feuille, inévitablement, la feuille, elle va durcir, elle va être beaucoup plus difficile à consommer par la chenille. Mais cette fabrication de tanins, elle se traduit d'une manière assez évidente. Quand vous regardez les feuilles, à un moment donné, par transparence, vous voyez qu'elles sont plus sombres, qu'elles sont plus épaisses, plus dures. Ça veut dire que ça y est, elles ont commencé à réagir face à des attaques d'herbivores, face à ces fameuses attaques de tordeuse verte du chêne. Alors là, vous allez me dire, le gars, il nous a vendu le fait que ça nous ait du bien de nous faire chier dessus, mais pour l'instant, on n'en a pas vu la couleur. Donc, c'est maintenant que je vais rentrer dans l'explication. Parce qu'en fait, votre feuille qui est attaquée, à un moment donné, elle peut être abandonnée par la chenille qui va aller sur une autre feuille en se disant, celle-là, ça y est, elle commence à se protéger, elle a fabriqué des tanins, elle a changé la concentration en potassium et en azote, je vais aller sur une autre feuille. Donc, il faut prévenir les autres feuilles de se préparer pour lutter face à l'attaque de chenille. Du coup, il y aurait une première solution. La première solution, ce serait de transmettre
via un système centralisé l'information attention attaque de chenille pour que l'ensemble de l'arbre réagisse. Nous on a un système centralisé, notre système nerveux par exemple a un système centralisé, donc quand on se fait piquer par un moustique c'est facile, on est capable de localiser, on tape et du coup l'affaire est réglée. Imaginez si les arbres avaient un système centralisé pour se défendre et puis qu'ils se mettaient à abattre des branches comme ça pour tenter d'évacuer les chenilles, ce serait le bordel, on pourrait plus se promener en forêt au printemps. Donc non, ça ne se passe pas comme ça. Une autre solution, ça pourrait être de fabriquer des molécules qui circulent par la sève et qui du coup devraient prévenir l'intégralité de l'arbre. Sauf que l'arbre n'est pas centralisé. Donc il faudrait que la feuille qui commence à être attaquée, qui est la première à être attaquée, fabrique plein de molécules qui circuleraient via la sève, via le canal conducteur de sève vers lequel serait envoyée du coup cette molécule informative. Ensuite que ça descende jusqu'au niveau du tronc pour après se retrouver dans le système racinaire, circuler dans le sol de manière à se disperser auprès de toutes les racines pour ensuite remonter auprès de toutes les branches connectées à chacune des racines différentes pour ensuite prévenir l'intégralité de l'arbre et dire attention, attaque de chenille. Là, ça pourrait prendre des jours. Donc, l'arbre a trouvé une autre astuce, c'est de communiquer de proche en proche en fabriquant des molécules volatiles, des molécules qui circulent dans l'air, à base d'alcool, des alcaloïdes. Et ça, du coup, on sait que les alcools sont un peu volatiles. Pour ceux qui consomment un peu d'alcool, on le sait assez vite quand il y a de l'alcool dans la pièce parce que c'est assez volatile. Et là, en l'occurrence, notre arbre, il va en fabriquer plein. Il est capable d'en fabriquer plein avec des noms parfois un peu compliqués parce que les scientifiques aiment bien les noms compliqués. Là, je vais vous en citer parmi ceux que j'arrive à retenir qui sont les plus faciles. Mais donc des terpènes, des diterpènes, des triterpènes, des pinènes, des alpha-pinènes, des bêta-pinènes, des carotènes. Il y a des huiles essentielles aussi. Et toutes ces molécules, du coup, circulent dans l'air à côté de la feuille qui a été attaquée. Ça circule, ça diffuse, et puis à un moment donné, ça atteint les feuilles qui sont voisines, qui enclenchent elles-mêmes la fabrication de tanins, et puis le changement de concentration en potassium et en azote, et qui se remettent à fabriquer ces fameux alcaloïdes pour avertir les feuilles voisines. Chacune de ces molécules est indicatrice d'un message particulier. Par exemple, il y en a un dans l'eau qui indique « Attention, attaque de chenille tordeuse verte du chêne ». Et donc, la feuille est capable de réagir en conséquence. Toutes ces molécules, on les appelle des phytoncides. Peut-être que ça vous parle, ce terme. C'est un terme assez générique. Mais ces phytoncides qui circulent dans l'air, à un moment donné, ils peuvent être évacués, comme ça, dans l'air, arriver dans le sous-bois, et nous, on peut être amené à les respirer. Notre corps reconnaît ces molécules comme des molécules potentiellement agressives. Et c'est ce qui conduit alors notre corps à fabriquer des lymphocytes NK, c'est-à-dire à avoir une réponse immunitaire pour se défendre. Alors rassurez-vous, ça ne nous fait pas de mal, ça ne fait que solliciter le système immunitaire, et donc on fabrique des cellules tueuses qui sont le premier rempart immunitaire contre toutes les attaques de virus, de bactéries, etc. Et c'est ce qui explique le fait que quand vous vous promenez en forêt au printemps, vous avez une petite fatigue parfois que vous ressentez le soir, voilà le petit coup de barre lié au fait que vous soyez promené en forêt, particulièrement le printemps. Alors c'est pas que à cause de la reprise d'activité parce que vous vous promenez en forêt alors que vous êtes resté à la maison dans le courant de l'hiver, encore que vous avez pu vous promener aussi pendant l'hiver. Mais il n'empêche que du coup cette petite fatigue, elle est simplement due au fait que votre système immunitaire est en pleine action. Voilà. Et cette histoire ne s'arrête pas là, parce que vous imaginez bien que une fois que la chenille a travaillé, même si à un moment donné elle est éliminée, ce qui peut lui arriver à la feuille, c'est d'être attaquée par d'autres organismes en profitant des brèches déjà existantes à l'intérieur de la feuille. Et donc, partant de ce principe-là, il faut absolument que la feuille ait la possibilité de cicatriser. Pour la cicatrisation, elle emploie une technique qui est très simple, elle fabrique un petit courant électrique qui stimule la feuille, qui effectivement va cicatriser. Et ce petit courant électrique, en réalité, il est porteur notamment de ce qu'on appelle des ions négatifs. Et ça, les ions négatifs, il y en a plein dans la nature. Par exemple, quand vous êtes le long d'un ruisseau, en bord de mer, etc., tous les mouvements de la nature génèrent de la fabrication d'ions négatifs qui sont du coup projetés, qu'on peut là aussi respirer. Et ces ions négatifs, ils ont un effet, c'est d'abaisser le taux de cortisol. Et le cortisol, c'est quoi? C'est l'hormone du stress chronique, qui
qui augmente les risques de maladies cardiovasculaires. Voilà ce qui se passe tout en même temps quand vous êtes en pleine forêt au printemps. Et donc on se le refait. Hein. Vous êtes en train de faire un petit effort physique, voilà, qui et de toute façon ne vous fera pas de mal. On est en plein printemps, le ciel est bleu, il n'y a pas de vent, vous vous faites chier dessus par les chenilles, en même temps vous renforcez votre système immunitaire, vous respirez un air adouci par la petite humidité ambiante, chargé en oxygène et en ions négatifs qui permet d'abaisser votre taux de cortisol. Voilà pourquoi on se sent si bien quand on revient de forêt. Voilà, tout simplement. On va juste faire un tout petit retour en arrière. Souvenez-vous 2020-2021, les 2 printemps, là. On nous a demandé de rester chez nous, on nous a confinés. C'était une erreur monumentale par rapport à ce qu'on était en train de vivre. Il aurait fallu nous envoyer en forêt, au contraire, demander aux gens de se disperser partout en forêt. Et là après, bon, c'est mon point de vue, vous le partagerez peut-être, mais je pense même que ça aurait dû être remboursé par la sécurité sociale. Vous avez l'air d'accord? Oui? Bon, on est d'accord. Le problème, avec toute l'histoire que je viens de vous raconter, c'est que dans certains cas, malgré tout, ça peut basculer. Ça peut basculer si la quantité de chenilles est trop importante, et puis si, à un moment donné, certains de ces arbres, pour différentes raisons, sont soumis à plein de contraintes qui les amènent à un moment donné à avoir certaines branches dans lesquelles s'introduisent des petites bulles d'air, des petites embolies. Et ces petites embolies, c'est comme chez nous, à partir du moment où il y a une petite bulle d'air qui s'insère, par exemple, dans notre système sanguin, ça crée une rupture de la circulation, et ça peut être fatal. Et bien, pour la branche qui est affectée par ce phénomène-là, c'est la même chose. À un moment donné, il peut y avoir une rupture des connexions, et là, ça peut être fatal pour la partie de l'arbre qui est concernée. Mais vous voyez, hein, à l'écran, il y a des parties de cet arbre, ici, là, qui sont encore vivantes. Et comme elles sont vivantes et qu'elles doivent lutter parce que le reste de l'arbre est en train de mourir, il faut colmater les brèches, il faut tenter de les colmater, ces zones dans lesquelles des embolies se sont installées. Donc les feuilles en question se mettent à fabriquer énormément de molécules, des tanins, pour tenter de boucher les vaisseaux qui sont susceptibles d'être en contact avec ces zones affectées. Et puis il faut prévenir tout le reste des feuilles de cet arbre-là qu'il y a vraiment une nécessité d'agir. Donc ils émettent des alcaloïdes dédiés à la cicatrisation, dédiés au fait de devoir se mobiliser dessus. Alors pendant que l'arbre se mobilise sur ça, il ne fabrique pas de sucre, il ne fabrique pas d'amidon pour constituer des réserves pour le printemps suivant, donc il commence déjà sérieusement à se mettre en danger. Puis il y a un autre danger qui le guette, c'est qu'il y a certains animaux qui savent interpréter la donnée, l'information relative à ces molécules de détresse qui sont émises par les arbres. Notamment des insectes comme celui que vous avez à l'écran. Des coléoptères, longicornes, ceux qui ont les grandes antennes. En fait, les grandes antennes, c'est le nez de l'insecte. C'est par là qu'il est capable de détecter ces fameuses molécules odorantes qui sont émises par les arbres. Et il va remonter le flux. Et plus il remonte le flux, plus ces molécules sont concentrées. Et du coup, plus il sait qu'il se rapproche de l'arbre, il arrive jusqu'à l'arbre. Et une fois qu'il arrive sur l'arbre, eh bien, il va chercher l'endroit idéal pour pondre au niveau de l'écorce une larve, un œuf, qui ensuite va donner naissance à une larve qui va s'enfoncer dans le bois et qui va manger le bois de l'intérieur, amplifiant le phénomène de risque de trou dans l'arbre et de dépérissement possible. Et l'arbre, il se met à continuer à fabriquer des hormones de détresse et puis à tenter de colmater les brèches jusqu'à un moment où il meurt, il s'en sort pas. Voilà, c'est fatal pour lui. Alors, parfois on voit 1 ou 2 arbres morts comme ça en forêt, on pourrait avoir des inquiétudes relatives à cet arbre mort en se disant mais mince, ça pourrait poser un problème. En réalité, 30% de toute la biodiversité qu'on trouve en forêt dépend de ce bois mort. Et parmi ces 30%, c'est essentiellement des espèces parmi les plus rares qu'on trouve dans nos forêts. Donc en réalité, ils jouent un rôle essentiel. Et puis, en décomposant et en déstructurant l'arbre, tout doucement, ça va relarguer des minéraux qui vont être nécessaires à la croissance des tout jeunes arbres qui sont en dessous. Donc un arbre mort en forêt, eh bien, ça peut être une occasion de régénérescence, on va dire, de la forêt. Donc ça peut être quelque chose de très important. Et puis c'est très important pour la bonne santé des arbres vivants qui se trouvent à côté. Et là,
je vais vous l'expliquer. Vous voyez à l'écran, faisons abstraction de l'oiseau qui est sur la gauche, vous voyez le haut de mon chêne. Alors mon chêne, je ne vous ai pas dit, mais je l'ai appelé Quercus. J'ai fait très simple. Quercus, c'est le nom latin qui est donné à tous les chênes du monde, le nom scientifique. Chaque espèce est dotée d'un nom scientifique. Ben voilà, Quercus, c'est le nom que je lui ai attribué. Et en fait, à 18 mètres de hauteur, il y avait un trou. Alors au tout début, quand j'étais adolescent, je ne comprenais pas trop bien à quoi correspondait ce trou. Après, j'ai compris. C'est un trou qui est foré par l'oiseau qui se trouve à gauche, qui est un pic. Et ce pic, c'est un oiseau qui a un bec en forme de ciseau à bois, qui est capable de nettoyer le bois. Mais ce pic, il est quand même assez malin. Et si vous voyez la forme qui se trouve là, on a l'impression de sentir comme une toute petite bosse. Probablement qu'à l'origine, il y avait une branche. Et cette branche, elle est morte. Petit à petit, elle s'est dégradée, elle s'est décomposée. Et puis, des bactéries, des protozoaires, des nématodes, des virus, des champignons ont contribué à dégrader tout doucement le bois. Cette branche a fini par tomber. Et le bois étant un peu dégradé, eh bien, le pic, il en a profité pour nettoyer un petit peu la zone et puis aller à l'intérieur du bois et plonger à l'intérieur du bois. En fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, et alors, je vais vous faire une confidence. Ce que je vais vous expliquer après, je l'ai compris grâce à une discussion que j'ai eue avec ce monsieur qui est là, il y a longtemps. Tu t'en souviens peut-être pas. Mais à un moment donné, il m'a donné la clé de ce que je vais vous raconter. En fait, ce qui se passe, c'est que les pics ont une particularité, c'est qu'au moment de la couvaison, ils ne peuvent pas quitter le nid plus de 3 minutes. S'ils quittent le nid plus de 3 minutes, la température descend à l'intérieur du nid, les œufs deviennent clairs, et du coup, la femelle en viendrait à couver des œufs qui ne donneront jamais naissance à un oiseau. Il faut donc que la femelle pique ait accès à de la nourriture à proximité immédiate. Et que mangent les pics? Ils mangent principalement des larves d'insectes décomposeurs du bois, des larves du coléoptère qu'on a vu tout à l'heure. Et en fait, il a une langue très longue, avec des petits harpons sur le côté qui permettent d'attraper la larve, de l'harponner comme ça, de la crocheter, et puis après de la tirer pour ensuite pouvoir la dévorer. Et donc, il faut qu'à un moment donné, il y ait un processus qui permette à cette femelle oiseau d'accéder à sa nourriture rapidement. Et là, il faut juste que je vous raconte un tout petit truc, c'est que chez les pics, il y a quand même un élément important à considérer, c'est que Madame Pic est très exigeante sur la qualité du logement. Ce n'est valable que chez les pics, cette histoire. Sinon, c'est très égalitaire chez les autres espèces. Et donc, du coup, chez les pics, il faut impérativement que Monsieur Pic offre plusieurs opportunités à Madame Pic. Mais comme il a le même régime alimentaire qu'elle, il sait quel est son niveau d'exigence alimentaire, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il cherche un arbre mort à proximité. Quand il y en a un disponible, eh bien, il sait qu'il y aura la nourriture nécessaire pour Madame Pic quand elle sortira du nid, pas plus de 3 minutes. Et donc, du coup, eh bien, il va trouver cet arbre mort, et ensuite, autour, sur les 30 à 50 mètres, il va chercher systématiquement s'il n'y a pas des points de faiblesse sur certains arbres qui pourraient lui servir pour forer sa loge. Et il va se mettre à forer une loge, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Et c'est quelque chose qui marche un peu à tous les coups. Dès que vous voyez un arbre mort isolé en forêt, vous regardez dans les 50 mètres autour, généralement, il y a plusieurs loges de piquet. Et ça va permettre à madame de choisir. Et puis en fonction de son état d'esprit du moment, non, cette année je vais plutôt nicher avec la sortie, le soleil levant, ou alors non, plutôt le soir, ah non, les vents dominants, ça me gêne, plein sud, ah non, canicule, plein nord, ah oui, pourquoi pas plein nord. Elle aura le choix, elle aura la possibilité de sélectionner vraiment ce qui lui convient le mieux. Ce qui est intéressant dans l'histoire que je viens de vous raconter, c'est que, vous avez compris, notre pic a foré plusieurs loges au même endroit. Si le mâle en utilise une et la femelle avec les petits une autre, ça veut dire qu'il y en a d'autres disponibles qui peuvent être utilisés à un moment donné par d'autres espèces, comme cette mésange charbonnière. Mésange charbonnière qui, au printemps, au mois de mai, peut manger entre 5 à 8 000 chenilles, dont des chenilles de Tordesvers du chêne, des chauves-souris, comme celle que vous avez à l'écran. Un murin de Bechstein, qui est tout petit, ça fait 10 grammes. Une femelle de murin de Bechstein mange 250 chenilles de Tordesvers du chêne en une nuit.
une colonie de reproduction, parce que sa vie en colonie, on l'abordera. Pour l'instant, je vous ai mis ça vous guette. Une colonie de murins de Bechstein peut manger au mois de mai jusqu'à 1 250 000 chenilles. Et du coup, je vous avoue que ça questionne. Ce qui questionne, c'est le fait que quand un arbre subit une blessure, il fabrique des tissus de recouvrement pour tenter de recouvrir la blessure et éviter que la brèche soit utilisée par des organismes décomposeurs du bois qui pourraient détruire l'arbre de l'intérieur. Il y a un cas où ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Il y a un petit bourrelet cicatriciel qui est produit sur le côté, et puis après ça ne se referme pas. Alors on pourrait se dire que dans certains cas c'est le pic qui retravaille un peu la loge, et pour en avoir grimpé un petit paquet, je vous assure que souvent il y a un bourrelet cicatriciel, et puis après ça s'arrête là. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un accord qui se concluait entre l'arbre et l'oiseau pour laisser la zone ouverte. Alors, je me suis amusé un jour à poser la question à quelqu'un comme Francis Allais, peut-être que le nom vous parle, ce grand botaniste des forêts tropicales. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, quand même Francis, parce que parfois je suis un peu poète, ou voilà, en tout cas ça m'arrive d'imaginer des choses absolument incroyables, et là en l'occurrence je me suis dit, est-ce que l'arbre ne comprendrait pas un petit peu l'intérêt qu'il a de laisser le pic forer la loge pour après laisser les murins de Bechstein et les mésanges s'installer dans l'arbre? Et là il me regarde, puis il me fait, Laurent, elle est intéressante ta question. Je sais pas, mais l'histoire est belle. Et moi je suis resté là-dessus, je vous la confie, vous en faites ce que vous voulez. Dans l'histoire que je voulais vous raconter, encore sur Quercus, vous avez compris que, avec ce que suggère ce que je viens de vous dire, là, on peut commencer à imaginer une forme d'intelligence. Alors il faut faire attention quand on utilise les termes. L'intelligence, parfois, on en vient à en faire quelque chose d'universel. Mais l'arbre, par exemple, il n'a pas de cerveau. On ne peut pas comparer l'intelligence humaine, l'intelligence de certains animaux avec une forme d'adaptation, de compréhension de son environnement par un arbre comme Quercus. Même si par moments ça va très loin dans la manière dont Quercus est capable de comprendre son environnement. Certains printemps, quand j'allais voir mon chêne à l'adolescence, et même encore aujourd'hui, hein, ça arrive, mais pas tous les printemps, un printemps sur 3 environ, en me rendant au pied du chêne, au printemps, je me rends compte, comme vous pouvez le voir là, il y a des chênes qui ont débourré, et puis lui, c'est le petit dernier de la bande. Alors je vous assure que la première année que j'ai vu ça, j'ai flippé en me disant oh, qu'est-ce qui lui arrive, il est en train de crever. J'ai eu très peur. Et puis finalement, il a débourré avec 3-4 semaines de retard. Les 2 années suivantes, tout se passait normalement. Puis l'année d'après, à nouveau, il avait 3-4 semaines de retard. Alors là, ça me surprenait un tout petit peu. Il y a des scientifiques que ça a interpellé aussi. Et il y a une bonne dizaine d'années maintenant, certains scientifiques ont fait une découverte avec une hypothèse qui est derrière, qui est quand même assez intéressante, qui reste encore à fouiller, mais leur hypothèse serait la suivante. Il se pourrait que certains arbres, de par leur histoire et de par ce qu'ils vivent dans leur jeune âge, alors pour un arbre, hein, le jeune âge, c'est jusqu'à 60-70 ans. À 70 ans, un chêne, c'est un petit jeune, hein, c'est un gamin. C'est un ado, un pré-ado même. Eh bien, certains arbres, quand ils ont vécu plusieurs moments un peu catastrophiques, comme une émergence de tordeuse verte du chêne, ils comprennent quelles sont les conditions météo du moment qui ont justifié l'émergence de cette pullulation de cet animal qui lui a posé problème. Ils en retiennent les conditions et dès qu'elles réémergent alors qu'ils sont à l'âge adulte, eh bien ils réagissent. Et là, la réaction de Quercus consiste simplement à éviter l'ouverture du bourgeon au moment du débourrement. Il le retarde de 3 à 4 semaines. Elle, la chenille, elle ne le sait pas. C'est une chenille qui sort de l'œuf, les conditions sont requises, ce qu'on appelle la photopériode, la quantité de soleil qui apparaît à partir du printemps, la température, et les conditions étant requises, l'œuf éclate, et puis la petite chenille arpente la branche, va jusqu'au bourgeon pour tenter de manger les feuilles à l'intérieur. Sauf que là, et vous l'avez déjà constaté, au printemps, les bourgeons, ils sont gonflés, ils sont gros, il y a une forme de cire tout autour qui les rend brillants et qui
rend l'intérieur du bourgeon totalement inaccessible. Et là, notre chenille, elle est à la porte du bourgeon, elle a absolument besoin de manger. Une fois qu'elle est sortie, il faut qu'elle mange, mais comme il se passe 2, 3, voire 4 semaines, ben, du coup, elle meurt de faim. Et cette stratégie de retard réalisée par l'arbre consiste simplement à affamer la chenille qui pourrait manger l'intégralité de son feuillage. Alors les autres sont sortis plus tôt, ont émergé plus tôt, ils ont débourré plus tôt. Par contre, dans bien des cas, ils sont obligés de refabriquer des feuilles qui leur imposent de consommer une bonne partie de leur réserve, alors que les chênes qui effectivement sont un peu en retard perdent une petite période de fabrication de feuilles, mais ils ont évacué une bonne partie des insectes herbivores qui leur posent problème et qui présentent un coût énergétique juste après. Et cette forme d'intelligence, cette capacité à réagir de ce qui se passe dans l'environnement, elle va même, quand on commence à se questionner, par exemple sur la période de l'automne, alors cet automne, là, c'était un peu bizarre, c'est resté très vert pendant longtemps, et puis à un moment donné, ça a changé de couleur. Alors, pourquoi ? Parce que les arbres, les feuilles perdent leur chlorophylle, qui fabrique la photosynthèse, enfin qui font de la photosynthèse. Mais si les arbres changent de couleur, si les feuilles changent de couleur, c'est parce que pendant l'été, elles se sont chargées encore une fois d'un autre tanin, ce qu'on appelle des anthocyanes. Et ces tanins, ils ont 2 fonctions. La première, doter la feuille d'une couleur qui indique à tous les insectes herbivores « Ne me mangez pas, je ne suis pas appétant, il n'y a plus de sucre, il n'y a plus rien, dégagez ». Et ça marche. Les herbivores, généralement, ils se décalent, ils ne vont pas manger les feuilles mortes, donc ils sont en train de mourir. Mais il y a une deuxième fonction. Quand les feuilles tombent au sol, si elles étaient tout de suite déstructurées, à cause du vent, de la pluie en hiver, tout ça serait balayé. Et ce serait, entre guillemets, perdu pour l'arbre. Sauf que là, ces anthocyanes rendent la feuille encore totalement intacte et très difficile à déstructurer. Donc elle est plus lourde, elle arrive au sol, et là, elle patiente jusqu'au printemps suivant, pendant lequel les décomposeurs de la litière vont se réactiver, déstructurer, décomposer la feuille, pour rendre à l'humus qui se trouve juste sous l'arbre tous les éléments minéraux et organiques dont l'arbre aura besoin pour sa croissance future. C'est une forme de recyclage de l'arbre par lui-même, pour lui-même. Voilà. Ce qui est assez magique. Voilà, on a fait presque un cycle annuel, on est parti du printemps pour aller jusqu'à l'automne, on va imaginer que l'hiver puisse tomber. On va laisser un peu la forêt tranquille sur cette période-là. Simplement pour se mettre en tête une chose, quand on est en forêt, on y va souvent la journée, sauf les gens étranges qui sont avec une lampe frontale et avec un détecteur d'ultrasons, il y en a quelques-uns dans la salle, j'ai les noms. Mais sinon, on ne va jamais en forêt la nuit. Pourtant, c'est la moitié du temps en forêt. Il y a la moitié du temps de jour et l'autre moitié la nuit. Et la nuit, il s'y passe des choses parfois assez incroyables. Et là, j'ai envie de vous raconter, pour passer dans la vie assez incroyable de ces chauves-souris, j'ai envie de vous raconter une petite histoire. Cette petite histoire, elle se passe lors d'un mois d'août en forêt de Rambouillet, où se trouve mon chêne, et puis c'est un secteur sur lequel j'ai beaucoup travaillé, en particulier sur quelques espèces de chauves-souris, dont l'une dont je vais vous parler là. Un jour, pendant une semaine, j'ai étudié quelques individus d'une espèce, le murin de Bechstein. C'est une petite chauve-souris qui fait 10 grammes, celle que vous aviez en vol, et qui fait en gros l'équivalent de mes 2 phalanges du haut de mes 2 doigts là. Vous voyez, c'est pas très grand. Et cet animal-là vit en colonie. Il y en avait plusieurs qui étaient ensemble. Je les avais équipés d'un petit émetteur qui fait moins d'un demi-gramme que j'avais collé sur le dos pour me permettre de les retrouver. Et effectivement, je les suivais la nuit. Donc on ne dort pas beaucoup dans ce genre de situation. Et puis la journée, elle était dans un arbre en particulier. Il y en avait 5 qui étaient ensemble dans un arbre. Elles étaient dans l'arbre que vous voyez là. Et vous distinguez ici un champignon, un trou ici et un autre un peu plus haut. Les chauves-souris étaient dans le trou du haut, mais dans le trou du dessous, il y avait à ce moment-là un nid de frelons. Alors inutile de vous dire que c'est pas que j'aime pas les frelons, mais j'avais pas envie de tenter de grimper, de me mettre à hauteur de la loge des chauves-souris et puis de faire un petit coucou aux frelons en passant. Donc je me suis dit, connaissant les murins de Bechstein, connaissant un peu l'endroit,
Les chauves-souris, probablement, si elles avaient envie de sortir, elles sortiraient, puis elles partiraient par les houppiers des arbres qui sont derrière. Et pourquoi? Parce que devant, c'était beaucoup plus clair. Donc, j'imaginais qu'elles passent par le feuillage des arbres. Je voulais en recapturer, pour en équiper d'autres avec un petit émetteur. Et donc, du coup, là, ce que je fais, c'est que je prends des filets de capture, comme ceux qu'on utilise aussi pour les oiseaux. C'est des mailles très très fines, c'est comme du fil, du fil à coudre, mais très très fin, qui constitue des mailles. Et là, je tends mon filet juste derrière l'arbre. Et je le mets, c'est un filet de 12 mètres de longueur pour être sûr d'avoir la possibilité à un moment donné d'attraper l'animal. Et puis, tranquillement, la nuit commence à s'installer. Alors je me mets tout bas. La nuit commençant à tomber, les chouettes culottes commencent à arriver. Moi, je vous ai mis des cerfs parce que je trouve que c'est fun pour les animaux. En fait, il n'y avait pas de cerf à ce moment-là. Il y a juste un chevreuil qui est passé un peu plus loin. Et du coup, l'ambiance est en train de s'installer. C'est un moment que j'adore, moi, parce que il y a notamment le rouge-gorge souvent qui chante. Et le rouge-gorge, c'est un peu celui qui raconte ce qui s'est passé dans la journée. C'est quelqu'un qui adore raconter ses chroniques pour les animaux de la nuit qui arrivent. Et puis il les a prévenus. Le chevreuil passe, tout tranquillement. On remet un petit peu de silence. Parce qu'elles sont bavardes quand même, ces petites chouettes. Donc la nuit commence à s'installer, ça devient très sombre. Moi je suis au pied de l'arbre, hein, je suis tout bas, là vous ne me voyez plus pour beaucoup d'entre vous, mais c'est normal. J'ai essayé de me faire le plus discret possible. Et à un moment donné, je distingue effectivement le premier murin de Bechstein qui a envie de sortir. Il arrive sur le bord de la cavité, et puis il prend son élan, il se laisse tomber, et il contourne comme je l'avais imaginé, exactement comme j'espérais, il contourne le tronc et il arrive au niveau du filet. Et là, il distingue le filet, et qu'est-ce qu'il fait? Pouf, il descend, il passe en dessous, il le contourne, et il se barre. Et là, je me fais, oh, ça va être compliqué. Et petite leçon d'humilité, ça fait jamais de mal. Mais là, en l'occurrence, c'était un peu dur. Passe 2 ou 3 minutes, le deuxième sort, il contourne, et lui aussi, il fait le tour. Il fait le tour, il arrive au niveau du filet, et il descend. Et puis il remonte, il est probablement un peu interrogatif, parce que ces animaux sont très curieux, il fait un double tour du filet. Et puis ça lui suffit pas, parce qu'il se dit, bon ok, en hauteur, je l'ai à peu près calé ce truc, on va le faire dans la longueur. Et donc il le fait dans la longueur, 2, 3 fois, avant de repartir jusque dans la forêt. Moi je suis toujours en bas en train de regarder ça, en train de me dire, bon, eh bien Laurent, la soirée pourrait être bien longue. Lorsqu'à un moment donné, il y a une branche morte sur le devant de l'arbre, et là un engoulevent, vous savez cet oiseau forestier qui arrive à la tombée de la nuit, qui fait un bruit de mobilette, c'est un truc incroyable. Et donc il vient avec son bruit de mobilette, puis il se pose, pouf, sur la branche morte, il guette un petit peu, il m'a pas vu. Et là, un murin de Bechstein arrive, lui tourne autour, ça l'agace, il s'envole contre le murin de Bechstein, mais le murin de Bechstein qui est beaucoup plus agile que l'engoulevent, les engoulevents c'est des trucs à plumes, hein. T'as le droit de me respecter à la fin. Mais donc du coup, l'engoulevent essaye de suivre le murin de Bechstein, et le murin de Bechstein passe entre les branches des arbres, et du coup arrive largement à semer l'engoulevent, qui fait demi-tour et qui revient sur la branche. Tranquille, il se pose et il attend. La nuit tombe intégralement, je me rends compte que c'est foutu, les murins de Bechstein sont partis, j'ai plus qu'à replier, en me disant que, bah voilà, je me suis complètement fait berner par ce petit animal qui fait seulement 10 grammes. Et les filets qu'on utilise, donc, sont tendus entre 2 perches. Je l'ai replié d'un côté, et puis je suis en train de ravaler mon filet, lorsqu'à un moment donné, il y a un animal qui me tourne autour, et puis qui en fait me passe devant, se met vraiment devant moi, un murin de Bechstein. Il est en train de me tourner autour. Probablement pour venir voir, parce que comme je vous disais, ce sont des animaux très curieux, pour venir voir exactement ce que je faisais, et peut-être aussi pour me passer un message, genre, Laurent, il faudrait que tu arrêtes. Ça c'est possible, ça c'est une autre interprétation que j'ai. En fait, ces animaux, on ne les connaît pas bien finalement. Ces chauves-souris, parfois on les voit juste à la tombée de la nuit. C'est une ombre comme ça qui passe, c'est un fantôme. Il y a plein de légendes autour de ces animaux. Ce que je ne vous ai pas raconté, c'est que ces légendes, on les avait bien sûr, comme probablement vous tous en avez entendu parler, on les avait racontées quand j'étais plus jeune.
Quand j'avais 4-5 ans, on m'avait dit surtout, Laurent, ne touche jamais une chauve-souris, c'est plein de maladies, puis en plus ça s'accroche aux cheveux, puis ça suce le sang, puis c'est signe de mauvais présage. Waouh, des trucs horribles, quoi. Et puis arrive 15 ans, la période pendant laquelle je tournais avec mon vélo, période pendant laquelle j'ai rencontré mon chêne, Quercus, et puis à un moment donné, sur un autre chemin, je tombe juste sur une ancienne carrière qui est complètement recolonisée par la forêt, et j'entre dans cette carrière, je vois des trous, et dans le premier boyau dans lequel je pénètre, je vois une petite chauve-souris qui fait à peine mon pouce, totalement inoffensive, on est en plein hiver, et là je me rends compte qu'on m'a menti. Voilà, il faut que je vous raconte juste un truc, lors de la sortie du bouquin, vous savez, des fois dans les rencontres, il se passe toujours un truc un peu étonnant. Et la première rencontre librairie, à la fin de la rencontre, quelqu'un me demande une dédicace, et puis au moment où je fais la dédicace, au milieu de la dédicace, elle me dit « En fait, monsieur Tillon, juste une question comme ça, votre appétence pour les chauves-souris, un peu bizarre, vous en avez parlé avec votre psy ?» Là, je me suis dit « Mais de quoi on me parle ?» Et puis en fait, en y réfléchissant, parce que du coup, après ça cogite un peu, ben, je pense que comme j'étais un peu en rébellion pendant l'adolescence, le fait de me rendre compte qu'on m'avait raconté des bêtises quand j'étais petit m'a invité à aller un peu vers ces animaux. Et le problème, c'est que s'intéresser aux chauves-souris, tu apprendras si un jour ça t'arrive, c'est un petit peu comme Obélix avec la potion magique. Une fois que tu as plongé dedans, c'est terminé. Vous êtes convaincu que ce sont des animaux exceptionnels. Exceptionnels d'abord de par les super pouvoirs qu'ils ont, ces animaux. Prenez ces photos de chauves-souris, vous voyez, on voit presque les ailes par transparence. Là, ce sont des murins, ce sont des animaux avec une capacité particulière. Déjà, ils volent la nuit. Alors, ils volent la nuit, probablement parce que la nuit, la température étant plus fraîche, compte tenu de l'effort physique lié au vol battu, ça entraînerait des lésions musculaires telles que ces chauves-souris auraient du mal à les réparer. Donc, de voler la nuit, on abaisse la température et l'échauffement musculaire. Mais en plus de ça, ce sont des animaux qui ont une cage thoracique, donc un volume pulmonaire et un volume de cœur qui est 3 fois supérieur au nôtre, ce qui est assez considérable. Et puis, dans les super pouvoirs, vous voyez, une aile de chauve-souris, c'est quoi? Il faut imaginer une main avec le petit doigt, de l'index jusqu'au petit doigt, qui vont s'allonger et entre lesquels va se constituer une petite membrane, un repli de peau, permettant d'avoir une surface à l'air, permettant à l'animal de voler. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le détail du vol d'une chauve-souris, et ça ressemble à ça. Nous sommes dans le sud de la France. Ces images ont été tournées en 2005 lors de la réalisation de mon premier film, Au rythme des chauves-souris. C'est vraiment le premier tournage que je réalise avec une caméra photo. Une caméra incroyable qui me permet de filmer jusqu'à 1000 images par seconde. Une révolution à cette époque. Voir l'invisible, c'est bien ce que permet cette caméra. Les images que vous voyez ne durent, dans notre réalité, qu'environ 5 dixièmes de seconde. Le ralenti exceptionnel qu'on obtient nous dévoile un univers insoupçonné. Avec mon équipe, on dort très peu, fascinés par le spectacle qui se déroule devant nos yeux. La beauté des chauves-souris, leur grâce, nous subjugue, nous émerveille littéralement. Ce sont des animaux, alors, après c'est peut-être une question de point de vue, mais que je trouve absolument d'une beauté incroyable. Et puis ce vol-là, effectivement, il est très particulier, et elles sont capables, en fait, avec leurs ailes, en fonction de l'espèce, de faire du vol stationnaire, de faire tout un tas de choses. Par contre, de voler la nuit, ça a une conséquence, c'est qu'il faut qu'elles soient capables de se disperser dans la forêt, par exemple, sans percuter des obstacles, en étant capables de capturer les proies dont elles se nourrissent. Toutes les chauves-souris qu'on a chez nous sont insectivores. Mais il n'empêche qu'à un moment donné, il faut bien qu'elles puissent capturer cette proie. Un insecte susceptible de tenter de fuir la chauve-souris. La méthode qu'elles ont inventée, ces chauves-souris, c'est l'écholocation, dont vous avez peut-être entendu parler, comme le font d'ailleurs les grands mammifères marins. Enfin, tous les mammifères marins font de l'écholocation. Là, par contre, on compare du coup des chauves-souris qui font quelques grammes à des mammifères qui font plusieurs dizaines de kilos, voire plusieurs tonnes. Le principe, il est simple, hein. La chauve-souris émet un cri, et puis
comme elle est super intelligente, malgré son tout petit cerveau, elle connaît la vitesse du son, elle connaît sa position dans le volume, en X, Y, Z, elle sait exactement où elle est, elle sait quelle trajectoire elle prend, et donc elle est capable de calculer en fonction du retour du cri, quelle est la distance de l'obstacle. En fait, la manière dont ça se passe, c'est que il faut qu'elle ait un écho, donc elle crie très fort. Je ne vais pas le faire avec le micro parce que ça va vous casser les oreilles. En gros, c'est Ah! L'onde transite, percute l'obstacle et revient, enfin il y a un écho qui revient jusqu'à l'animal. Et en fonction du petit décalage qu'il y a entre l'oreille gauche et l'oreille droite, elle est capable de savoir du coup où se situe l'obstacle. Une fois que cet écho commence à passer la barrière du tympan, l'animal commence déjà le calcul de la distance et réémet un cri qui suit. Mais en fait, il y a un petit osselet, il y a un petit organe qui vient boucher le tympan parce que sinon, si l'animal ne le faisait pas, à un moment donné, il deviendrait sourd tellement il doit crier fort. Donc en fait, ça va se passer un peu comme ça. Ah! Hop, le retour de l'écho. Ah! Retour de l'écho. Ah! Ah! Alors, vous pourrez faire une petite expérience chez vous. Vous tentez de... On va faire une expérience un peu dangereuse. Je vais tenter d'attraper ma gourde sans la renverser, en le faisant comme le ferait une chauve-souris. Je ne vais pas faire de l'écolocation, mais vous pouvez tenter de simuler un peu les choses. Ouais, c'est là que c'est le plus dangereux. Non, en fait, je ne vais pas le faire, je te rassure. Mais non, par contre, un moyen de le simuler, c'est que vous fermez les yeux, et puis vous tentez de ne rouvrir les yeux, parce que ça a un coût en énergie quand même de crier si fort. Donc vous ne tentez de n'ouvrir les yeux que pour vous avoir l'assurance d'attraper l'objet. Et donc du coup, là je ferme les yeux, et à un moment donné je réouvre, et plus je me rapproche, plus j'ai besoin d'ouvrir les yeux, parce que sinon je n'arriverai pas à bien attraper la gourde, que j'arriverai pas à bien localiser. Et bien ça se passe exactement de la même manière pour l'écolocation. Et donc votre animal, plus il se rapproche de l'obstacle, plus à un moment donné ça accélère, jusqu'à la capture de l'objet, de la proie. Et là ça fait une sorte de petit frétillement qui peut s'entendre à l'appareil. Alors là, ce que je vais vous passer, c'est une séquence qui est enregistrée et qu'on a ralenti un peu, qu'on a ralenti 10 fois, de manière à ce que ce soit un peu plus audible pour nous tous. Vous entendez des petits tchop, tchop, tchop. Ça arrive. Certains n'entendent pas peut-être? Tout le monde entend? Ça va être un peu plus fort après, je pense. Vous entendez que ça accélère à la fin, là? Vous entendez que juste après la petite accélération, il y a un mini blanc. Vous avez entendu ce petit blanc? Ça fait tchop, 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 tchop. En fait, le petit blanc, il correspond au fait que, vous avez compris, la chauve-souris, pour l'essentiel des espèces, elle crie par la bouche. Mais elle mange par la bouche aussi. Donc quand elles se rapprochent de l'obstacle, qu'à un moment donné, elles ont attrapé la proie, elles ne parlent pas la bouche pleine, elles sont polies, elles s'arrêtent de parler, elles mâchent, elles avalent, et après elles reprennent l'écolocation. C'est sympa, hein, les chauves-souris. Alors maintenant, le truc, c'est que, une fois qu'on sait ça, comment font-elles pour attraper les proies? Eh bien, démonstration avec un petit film. Ce plan, je l'avais mis à la corbeille, car l'action finit dans le flou. Mais ce que l'on voit à l'image reste exceptionnel. Apparemment, c'est l'émergence d'un éphémère, qui porte bien son nom, car sa vie aérienne n'aura duré que 7 dixièmes de seconde. Cette scène, ralentie 20 fois, permet de voir la technique de la chasse à l'épuisette, souvent pratiquée par les chauves-souris. C'est magique, hein? Bon, du coup, on sait pourquoi les éphémères s'appellent des éphémères. C'est parce qu'avant, on avait étudié les chauves-souris avant qu'on identifie ces insectes, je pense. Mais en fait, ce qui est complètement fou, c'est que vous imaginez bien, la nature étant bien faite, il y a certains insectes qui ont compris qu'ils pouvaient se faire manger par les chauves-souris. En forêt, la nuit, un insecte volant sur 3 est un papillon. Est un papillon nu. Et ces papillons,
pour la plupart d'entre eux, ont développé une petite membrane sur le côté qui n'est pas tout à fait un tympan, mais ça a même la même fonction que le tympan. Cette petite membrane, elle vibre au rythme des cris des chauves-souris. En fait, elles sont sensibles aux cris de la nature et donc, du coup, elles sont capables d'identifier les cris de chauve-souris. Et ce qui se passe, c'est que quand une chauve-souris passe au loin, la membrane, elle vibre un peu sur un rythme régulier, assez lent, pas de danger. Si à un moment donné, la membrane, elle fait un truc de ce genre-là, alors là, ça veut dire qu'il faut se carapater parce que potentiellement, l'insecte est la proie. Et donc, il prend la fuite. Un jour, j'étais en train de suivre 4 individus de cette espèce, le murin de Nateraire. Au total, il y en avait 10 qui étaient équipés, mais 4 d'entre eux se trouvent exactement au même endroit en forêt. Et là, ça questionne, parce que du coup, pourquoi 4 individus chassent exactement au même endroit? Et on est allé voir. En fait, ce qui se passait, c'est qu'on a observé 2 de ces individus qui étaient l'un au-dessus de l'autre, à 1 mètre l'un au-dessus de l'autre, en vol stationnaire. Ils étaient là, puis ils ne bougeaient pas, ils étaient sur place. Les 2 autres contournaient le buisson de bouleau, et devant eux se trouvait un nuage de petits papillons qui les entendaient, qui prenaient la fuite. Et les 2 autres, du coup, les 2 femelles ont rabattu ces papillons sur les 2 autres murins Nateraire qui attendaient de l'autre côté. Et on les a vus enfermer ces papillons dans une sorte de cage acoustique et après ils se sont mis à cueillir les papillons. Et ça, ce type de comportement, ça fait penser à des comportements comme ceux du loup, ceux des lions, ceux des orques, des très grands mammifères prédateurs qui chassent en meute. Voilà. Cet animal fait 8 grammes et demi par rapport aux animaux qu'on vient de citer. Là maintenant, je vais vous parler, parce qu'on a commencé à comprendre un petit peu quelle était la biologie de ces animaux, on a compris qu'ils mangeaient essentiellement des insectes, mais ce qui est important, c'est de se remettre en tête quand même le cycle annuel de la chauve-souris. Aujourd'hui, comment vivent-elles? En quelle phase sont-elles? Elles sont entrées en hivernation. Alors je cite bien le mot hivernation et pas hibernation. Certaines d'entre elles sont en hibernation vraie, comme le murin oreiller chancré, c'est un animal qui, une fois qu'il est entré en hibernation en hiver, il ne bouge pas pendant 5 mois à peu près. Il reste tranquille. Par contre, d'autres espèces, comme les rhinolophes que vous avez là à l'écran, qui eux sont capables de s'enfermer dans leurs ailes. Alors cet animal, il ne fait que, voilà, il fait que l'équivalent d'un pouce, hein. Il est tout petit. Cet animal, il est posé, et puis il va être capable de se réveiller toutes les 3 à 4 semaines pour aller chasser dès qu'il y a un petit redout. Mais sinon, la plupart des autres espèces ont fait des réserves de graisse qu'ils vont consommer pendant tout l'hiver. Il ne faut surtout pas les réveiller, puisque si on les réveille, elles consomment 1/3 de toutes les réserves de graisse qu'elles avaient faites, et si les conditions ne sont pas bonnes, ça peut la tuer. Donc il ne faut surtout pas les réveiller. Mais il n'empêche que notamment une espèce comme le petit rhinolophe ou les autres espèces, dès qu'elles entrent en léthargie, dès qu'elles entrent en phase d'hibernation, leur rythme ralentit. Votre animal qui était en vol pouvait être, au moment où il chassait un insecte, comme celui que vous avez vu tout à l'heure sur la petite vidéo, jusqu'à 800 pulsations cardiaques à la minute. Pas loin de 43 degrés en vol de température corporelle. En seulement 1h30, il va se poser, abaisser son niveau d'activité au point que sa température corporelle sera équivalente à celle du milieu ambiant, 8, 10, 12 degrés. Seulement quelques pulsations cardiaques par minute. L'animal paraît quasiment mort, il est quasiment impossible de distinguer quoi que ce soit de son rythme de vie. Jusqu'à un moment, quand arrive le printemps, des micro-réveils. Et le réveil, s'effectue là aussi en 1 heure, 1h30. Ça déjoue toutes les lois de la biologie, puisque là, pour un animal si petit, on pourrait s'attendre à des lésions diverses et variées. Vous verrez pourquoi, en réalité, il n'y a pas de lésions qui s'opèrent chez ces animaux. Mais il n'empêche que l'animal se réveille très vite, en 1 heure, 1h30, il retrouve à nouveau un rythme à 800 pulsations cardiaques à la minute quand il est en phase de chasse, jusqu'à 43 degrés de température corporelle. Et puis, à partir de cette phase-là, eh bien, les animaux cherchent à se regrouper. Alors, les mâles, souvent, restent isolés, ou alors parfois font des petits regroupements en fonction de l'espèce, en fonction du secteur. Mais, en gros, on est face à 2 catégories d'espèces.
soit les oreillards, comme celui que vous voyez là. Lui, l'oreillard, eh ben, il se réunit, ils font des colonies entre femelles qui s'apprécient bien, entre copines. Voilà. Les groupes sont constitués de femelles qui s'entendent bien, qui peuvent changer d'une année sur l'autre, mais une fois que les groupes sont constitués, ils le restent pour tout le restant de la saison. Parfois, quand même, on les entend. À l'oreille, on arrive à entendre des cris au sein de la colonie, mais les animaux se rassemblent comme ça. Avec une particularité, c'est que souvent tout le monde ne tient pas dans le même gîte, et les animaux sont amenés à changer de loge très régulièrement pour réussir à se voir et à se distinguer les uns des autres. Et puis pour éviter qu'un prédateur puisse s'installer devant la loge. Et puis arrive l'été. Alors l'été, avec la période des misbahs, là vous avez un petit rhinolophe. Le petit rhinolophe, là, lui, il fait 6 grammes, et il donnera naissance à un bébé qui fait 2 grammes. J'aimerais pas être la mère. Ça doit être quelque chose, quoi. Mais en tout cas, en fonction de l'espèce, ça peut arriver dans certains cas dès le mois d'avril, sinon plutôt juin, juillet. Je pense que là, vous posez la question de comment ça se passe. Un accouchement chez les chauves-souris. Voilà 3 étés que la jeune femelle revient en Camargue. Mais pour elle, cette année sera toute particulière. Au début du printemps, les femelles qui s'étaient accouplées à l'automne précédent ont ovulé. Et en ce début de mois de juin, la plupart des femelles de la colonie sont gestantes. Que Tanguy, qui fait les images, là, alors il y a très peu de gens qui arrivent à faire des images de chauve-souris, mais alors comme lui, il est le seul. Voilà, il est le seul à avoir filmé une naissance de chauve-souris, par exemple. Voilà, donc il fait un travail assez extraordinaire.
Et donc, comme vous avez pu voir, en fait, le bébé, dès qu'il sort, il est tout de suite pris en charge par la mère. Lui, son réflexe avec les pattes arrière de tout de suite s'accrocher au poil de bourre de la mère. Et puis la mère qui le lèche beaucoup pour tisser les premiers liens, notamment fixer l'odeur qui sera unique au sein de la colonie entre la mère et son bébé. Et à partir de ce moment-là, ils se reconnaîtront tout le temps pendant l'élevage du jeune, puisqu'en fait la difficulté, c'est que cette mère, il va bien falloir par moment qu'elle laisse son bébé pour permettre, elle, d'aller chasser, d'aller se nourrir. Ça, c'est quand tout va bien. Certaines fois, ça ne se passe pas si bien que ça. Et notamment, pour certaines espèces comme le murin de Bechstein, comme toutes les espèces d'ailleurs, à un moment donné, elles peuvent être soumises à des printemps un peu pourris, la météo est moins bonne, il se met à pleuvoir énormément, il y a moins d'insectes disponibles. Et là, par le croisement de plusieurs études, on a fait une découverte assez incroyable. Chez le murin de Bechstein, dans la manière dont fonctionne le groupe, il y a des femelles qui sont dominantes sur les autres et qui décident de quand on change de gîte, du secteur dans lequel on va aller. Et puis en même temps, pourquoi pas, à certains moments, si les conditions sont tellement pourries qu'on sent bien qu'il n'y aura pas suffisamment de nourriture pour toutes les femelles de la colonie et pour les jeunes, eh bien les femelles dominantes décident au sein du groupe de quelles sont les femelles qui devront avorter. Et là, en fait, ce qui se passe, eh bien, c'est que ces femelles dominantes, une fois que la femelle qui doit avorter a été désignée, elle s'isole, elle avorte, et après elle revient dans la colonie pour jouer son rôle de nourrice. En fait, les chauves-souris constituent des crèches qui sont très fortement soudées au sein du groupe, et puis normalement les mères alternent entre celles qui vont chasser et celles qui restent pour s'occuper des petits. Et bien chez le murin de Bechstein, à un moment donné, il y en a certaines qui restent dans le gîte, parfois sans sortir, pour permettre aux mères d'aller chasser nuit complète. Et donc du coup, ces femelles, elles restent 2, 3, 4, 5 nuits, une semaine entière, sans aller se nourrir, avec un risque à la fin. C'est d'en mourir. C'est des animaux, vous avez compris, quand je parlais tout à l'heure des interactions chez le murin de Natterer, être capable de chasser ensemble, ça implique des liens sociaux très forts, mais ça implique aussi une mémoire très forte. Donc ça veut dire que probablement qu'au moment où les animaux sont désignés pour aller s'isoler, ils ont déjà vécu ça avec d'autres femelles qui malheureusement ne s'en sont pas sorties. Et qu'elles font quand même le sacrifice en ayant conscience de ce vers quoi ça peut les conduire. Mais ce qui compte, c'est le groupe. Voilà. Donc c'est des animaux qui sont aussi exceptionnels de par les liens sociaux qu'ils ont réussi à tisser. Puis arrive l'automne. Alors l'automne, pour les chauves-souris, là, dans ce que je vais vous raconter, ça démarre dès début août, mi-août, en fonction de l'espèce. Il y a des trucs peut-être qu'on t'expliquera, tu demanderas à ta maman ou ton papa de t'expliquer. Mais l'automne, c'est le moment de la reproduction. Et en fait, parmi vous, souvent, il y a des gens qui, à un moment donné, disent « Ah, mais moi, ça m'arrive parfois, j'ai déjà eu une chauve-souris qui est entrée dans la chambre, ou dans le salon, ou dans la cuisine. » À cette affirmation, je poserai une question. C'était pas en août? Dans 99% des cas, on me dira « Oui, c'était en août. » Pourquoi? Parce qu'à partir du mois d'août, tous les animaux de la colonie commencent à devenir un peu indépendants, même les juvéniles. Les juvéniles, ils sont autonomes. Ça permet aux mères et puis aux mâles adultes aussi de pouvoir vivre un peu leur vie. Et à partir de ce moment-là, les animaux, ils cherchent des endroits dans lesquels ils pourraient se rassembler en groupe. Et comment trouver ces endroits? Par exemple, des grandes grottes sont idéales pour se rassembler. Une grange, c'est idéal. Comment on les repère? Parce qu'il y a un moment donné, quand on passe devant, un petit changement de température. Peut-être que vous l'avez déjà constaté, ça, notamment une fois la nuit tombée, vous passez à un endroit, puis vous constatez une petite différence de température. Ça peut être lié à une sortie de grotte. Ça peut être lié à un bâtiment qui est là, qui est ouvert, à une fenêtre de chambre. Et puis la chauve-souris passe devant, elle sent cette petite différence de température et elle entre. Alors quand il y en a qu'une, une seule chauve-souris, ça va. Si vous commencez à en voir 2, 3 arriver, inquiétez-vous, il va se passer des choses.
Et notamment, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, quand elles ont repéré un endroit qui leur convient bien, elles commencent à se poursuivre, etc. Il y a des comportements sociaux là aussi très forts. Mais la manière dont ça fonctionne de manière globale, c'est que vous avez les mâles qui, après avoir chassé pendant 2 heures, entrent dans ces endroits, se posent et chantent. Ils chantent pour attirer les femelles qui arrivent et qui circulent dans ces endroits-là en voulant sélectionner les meilleurs chanteurs. Et puis en gros, dès qu'elles ont trouvé le meilleur chanteur, elles font leur affaire avec. Voilà. Et puis il y a un petit bouchon qui se met en place après qu'il se soit passé ce qui s'est passé. J'utilise les termes idoines. Et à un moment donné, cette femelle, elle repart. Et puis elle s'apprête à partir. Et là, mais il y a un soprano de dingue un petit peu plus loin. Aïe, 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 aïe. Allez hop, on y va. On se laisse faire une première fois. Ça fait sauter le petit bouchon vaginal. Et on remet ça. Entre-temps, le sperme du précédent a été expulsé. Parfait. Et puis après, on repart. Et là, aïe, 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 il y en a un encore mieux. Elles peuvent faire ça autant de fois qu'elles veulent. Dans la même nuit. Un truc de dingue. Voilà. C'est comme ça que ça marche chez les chauves-souris. Et puis, à un moment donné, alors que ces périodes-là, du coup, peuvent durer en fonction de l'espèce 1 mois, 1 mois et demi, entre début août et puis fin octobre, arrive à nouveau le moment de l'hibernation, et notamment, du coup, là, une hibernation chez le murin enrayé chancré, une petite espèce, qui, elle, se met vraiment en hibernation vraie, c'est-à-dire qu'elle, elle ne bouge pas pendant 5 mois. Bon, on a parlé des chauves-souris, et je dois vous parler quand même d'un truc, parce qu'on en a beaucoup entendu parler depuis 2020, le fameux Covid. Alors, de manière certaine, on sait que si le coronavirus, qui est à l'origine de la crise du Covid, était bien issu d'une chauve-souris, malgré tout, vous savez, les petites portes d'entrée là, que vous avez là en rouge, en réalité, naturellement, elles ne pouvaient pas se mettre en place pour passer chez l'homme. Donc il y a eu une transformation de manière certaine. Là maintenant, il y a plein de publications qui l'attestent, il n'y a plus aucune contradiction sur le sujet. Par contre, si je vous parle quand même de ce sujet-là, c'est parce que ces animaux, effectivement, ils sont porteurs de virus. Entre nous, pas plus que les autres animaux qui se trouvent dans la nature. Les herbivores, les rongeurs, etc. Même les rongeurs, ils portent bien plus de virus que les chauves-souris. La seule différence, c'est que les chauves-souris, dans l'arbre du vivant, elles sont très proches des primates par rapport aux autres mammifères. Et que ça facilite le passage de certains virus. Mais normalement, quand tout va bien, ces animaux, ils ne transmettent pas de virus. Je vais quand même vous raconter un cas. Ce cas-là, il se passe en Australie. On est en septembre 93, à Brisbane. À Brisbane, en 93, à un moment donné, il y a des chauves-souris qui sont en vol, un renard volant. Les renards volants, contrairement à nos chauves-souris, c'est des animaux qui se suspendent aux branches, on les voit en pleine journée, et puis eux, ils mangent des fruits, contrairement aux chauves-souris qui se trouvent chez nous. Et à un moment donné, vraisemblablement, il y a un animal de cette colonie, de cette espèce, qui se trouve dans sa colonie, dans un lambeau de ce qui reste de la forêt tropicale. À Brisbane, en fait, c'est de la montagne, puis après, vous avez une petite bande de quelques kilomètres seulement avant d'arriver à la dune. Et entre les deux, avant, c'était que de la forêt tropicale. Mais petit à petit, la ville a grignoté depuis 2 siècles, en réduisant complètement la capacité d'accueil du site pour ces chauves-souris, qui voient leur zone de gîte totalement éloignée des zones dans lesquelles elles peuvent s'alimenter. Et les fruitiers se trouvent où? Ils se trouvent, dans lesquels elles peuvent s'alimenter, ils se trouvent dans des paddocks où se trouvent des chevaux. Et notamment un cheval, Dramacérise. C'est de cette jument que l'histoire va démarrer. À un moment donné, probablement que l'une de ces chauves-souris, parce qu'elle est trop stressée à cause du fait de devoir quitter le gîte principal pour traverser une autoroute, des zones industrielles, des zones commerciales, des zones résidentielles avant de pouvoir s'alimenter, le risque, il est quand même très élevé en traversant ces zones-là.
Si à un moment donné il lui arrive un problème, si elle a un accident, elle n'a rien pour s'abriter. Qu'à un moment donné, elle a excrété du virus. Un virus qui probablement a soit été transmis par les urines, soit par la salive, et certains restes alimentaires sont tombés. La jument est passée derrière, elle a brouté un petit peu d'herbe, et derrière, elle a commencé à amplifier ce virus. Ce virus, on lui a donné un nom, Indra, du nom du quartier dans lequel a émergé le virus. Et ce virus, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à un moment donné, l'entraîneur, Vic, qui s'occupait de la jument, il s'est un peu inquiété de son état. C'était un cheval de course, elle était enceinte. Donc il l'a mise de côté en voyant que ça n'allait pas. Il a appelé la vétérinaire qui, elle, s'en est occupée en étant protégée avec un masque et des gants. Et puis 2 jours après, la jument, elle est morte. Au moment où elle est morte, Vic a commencé à montrer des signes de faiblesse, des signes pulmonaires, etc. Il a été hospitalisé. 1 semaine après, il était mort. Mais pas la vétérinaire. Pourquoi? Parce qu'elle était protégée. Et en fait, on a reconstitué un petit peu l'histoire. Ce qui se passe pour cette chauve-souris, c'est qu'elle est en situation de stress maximal. Et que ce qu'on a découvert, eh ben, c'est que les chauves-souris, quand elles sont en situation de stress maximal, vous vous souvenez du cortisol dont on a parlé tout à l'heure? Eh ben, ce cortisol, il s'exprime à tel point qu'il éteint le système immunitaire. Et que le système immunitaire de ces chauves-souris est tellement performant que normalement, il n'y a pas la possibilité de libérer des virus. Tous les cas de maladies issues de chauves-souris sont issus soit d'un cas similaire à celui que je viens de vous expliquer sur la destruction des habitats, soit sur des animaux qui étaient en cage, avec des noms qui font frémir généralement parce qu'on en a entendu parler. Le SRAS, MERS, Marburg, Ebola. Voilà, des virus qu'on ne voudrait surtout pas voir s'étendre sur la planète. Et bien à chaque fois, c'était sur des animaux en cage ou sur des issus de secteurs dans lesquels on avait détruit les habitats. Le stress est monté, et on a fait une découverte en 2016. Alors, ça ne fonctionne pas toujours de la même manière chez toutes les chauves-souris, mais par exemple sur les chauves-souris européennes, en particulier le grand murin qui est très présent chez nous, eh bien le grand murin, il a un gène en lui qui code 14 protéines. Bon, ça c'est un terme compliqué pour montrer que je connais un peu en biologie. En fait, je ne connais rien en génétique. Par contre, ce qui compte, c'est que ces 14 protéines, elles ont plein de fonctions. Il y en a certaines d'entre elles qui sont des protéines anti-cancer. Des chauves-souris en bonne santé dans nos régions, elles ne développent jamais de cancer. Certaines de ces protéines ont la capacité de réparer l'ADN. Vous savez, nous, le vieillissement, il est lié à quoi? Il est lié au fait qu'à un moment donné, notre ADN, nos chromosomes, ils se dégradent et nos chromosomes raccourcissent. Et parce que les chromosomes raccourcissent, on vieillit. Voilà, c'est le jeu des mutations normal. Bien, chez les chauves-souris, il y a un système de réparation de l'ADN en permanence, ce qui fait que la chauve-souris, elle ne vieillit pas. Qu'est-ce qui fait vieillir une chauve-souris? Le fait qu'elle n'ait plus de dents et qu'elle ne puisse plus s'alimenter. Mais on connaît des chauves-souris qui vivent 40 ans. Le grand rhinolophe, il y a un record à 43 ans. C'est assez considérable. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le cortisol, quand il commence à devenir trop important, il éteint l'expression de ce gène. Et c'est ça qui entraîne l'incapacité, parce que dans les autres protéines qui restent, il y en a certaines qui ont pour fonction d'activer le système immunitaire. Et si le système immunitaire est ultra performant, eh bien en fait, les virus n'ont pas la possibilité de se développer, et donc même s'ils sont présents, en réalité, l'animal, il n'excrétera jamais le virus en question. Alors, l'histoire que je viens de vous raconter là, elle a conduit notamment en 2020, alors les Chinois, vous savez, ils sont prêts à tout, et notamment, ils avaient réussi à éliminer les moineaux dans les rizières à un moment donné, dans les années 60, en faisant taper dans les mains les Chinois pendant des jours et des jours pour épuiser les moineaux qui sont tous morts de faim. Résultat, en quelques mois, ils étaient envahis par les moustiques, les rizières étaient impossibles à vivre. Et à un moment donné, donc, arrive fin avril 2020, on est encore en plein confinement, une alerte est émise au niveau mondial par des chercheurs chinois qui nous disent « Le gouvernement chinois veut tuer toutes les chauves-souris ». Ils auraient peut-être été capables de le faire, on ne sait pas, à un moment donné, l'idée a été abandonnée. Mais est-ce que ça aurait du sens, en fait? C'est complètement ridicule. Et c'est d'autant plus ridicule qu'on oublie le rôle de ces chauves-souris. Nous sommes sur la côte atlantique, en Guyane. Je suis en forêt, l'océan est à 100 mètres à peu près.
Cela fait plusieurs nuits que je traque cette chauve-souris. C'est une nectarivore. Elle vient se nourrir du nectar de la fleur. Et celle-ci ne s'ouvre que la nuit. Cette séquence a été tournée à 1500 images par seconde. La scène n'a duré qu'environ une seconde. Pour la petite histoire, au loin sur la plage, les tortues sont en train de pondre. Voilà, en fait, je ne vous ai pas parlé des autres chauves-souris qui se trouvent dans le monde, mais certaines sont frugivores, d'autres sont nectarivores. Donc elles pollinisent les arbres. Par exemple, en Afrique, pas de chauves-souris, plus de baobab. La plupart des arbres fruitiers tropicaux, du coup, sont dispersés par les chauves-souris en longue distance. Donc en fait, ça n'aurait absolument pas de sens. Elles ont un rôle à jouer, et puis même éthiquement, ça n'a pas de sens. Et parfois, il y a des gens qui posent des questions en conférence. Moi, ça m'est déjà arrivé, des gens qui me disaient « Mais cette espèce-là, ça sert à quoi ?» Et moi, à chaque fois, je réponds « Comme l'art, à rien, mais on ne peut pas s'en passer. » Voilà. C'est une réponse comme une autre. Je ne sais pas si elle vous satisfait. Mais je pense qu'en fait, c'est juste pour répondre le fait que ça n'a pas de sens que de se poser la question de la place de tel ou tel livre. Il est là, et puis il a son rôle à jouer. Ce dont je voulais vous parler, et là vous commencez à voir, vous voyez, on a un chêne, enfin ce qu'il en reste à droite. Du coup, on a bien compris que tout ça, on vivait dans un monde d'interaction avec énormément d'interactions justement entre les espèces, qu'il y a des grands cycles écologiques et qu'à un moment donné, à jouer avec le feu, on s'expose à des choses qu'on n'est pas capable d'assumer derrière. Et là, en fait, dans l'image, enfin, sur la diapo, vous voyez le reste d'un chêne, un insecte, le hanneton, et la noctule. En fait, l'histoire que je veux vous raconter, c'est que depuis 15 ans, on voit les populations de hannetons qui augmentent d'une manière assez radicale en France. Et on s'est posé la question de savoir pourquoi. Pour vous parler un peu du hanneton, le hanneton, c'est un insecte qui est sous forme de ver blanc à peu près gros, comme mon petit doigt, les deux phalanges de mon petit doigt là-haut. Pendant 4 ans, il est dans le sol, et puis il se nourrit des racines des arbres. Et puis au bout de 4 ans, il arrive à la surface du sol, s'opère la transformation pour donner naissance à l'imago, en gros l'insecte adulte, qui ensuite va s'envoler. Pendant 23 heures, les adultes se posent sur les feuilles et mangent les feuilles. Et juste à la tombée de la nuit, pendant 1 heure, là, tout le monde se met à voler pour permettre la reproduction, la copulation entre les mâles et les femelles. Puis après, ils se reposent. En 15 ans, on est passé de quelques dizaines d'hectares avec des hannetons de manière radicale à près de 80 000 hectares l'année dernière. 80 000 hectares, ça commence à causer un tout petit peu, avec parfois 100, 150 hectares d'arbres d'un seul tenant, il n'y a plus un arbre vivant, tout est mort, même des chênes de 80 cm de diamètre. Donc l'effet, il n'est quand même pas négligeable. Alors on pourrait se poser la question, mais que fait le prédateur? Qui est-il? Donc on a cherché, on a mis en place des dispositifs pour voir quels étaient les prédateurs qui pouvaient réguler les hannetons dans le cycle naturel. Alors il y a plusieurs espèces, hein. Parfois l'engoulevent, vous savez, celui qui se posait, a fait le bruit de mobilette et qui se posait là devant ma loge de Murenbechstein tout à l'heure. Il peut en consommer quelques-uns par-ci par-là. Pourquoi pas un renard ou quelques animaux du sol qui peuvent le faire aussi, un faucon, le faucon obro qui à la tombée de la nuit peut le faire. Mais en fait, le prédateur le plus efficace, c'est la noctule commune. La noctule commune, elle vit en colonie, parfois de 60, 70, 80 individus ensemble, dans la même loge, dans la parcelle où se trouvent les hannetons. Et chaque individu va manger entre 15 et 20 hannetons par soirée. Multiplié par 80, et ça pendant 3 semaines d'affilée, ça commence à causer. Et donc il peut jouer un rôle de régulation. Et ça, on l'a démontré. Dans certaines forêts, il y a des endroits où il y a beaucoup de hannetons, il n'y a pas de noctules, et dans les endroits où il y a des noctules, il y a un peu de hannetons, mais ça ne pose pas de problème à la survie des arbres. Pourquoi, du coup, la noctule joue plus son rôle comme avant? Pour une raison toute simple. C'est qu'en fait, les éoliennes se déclenchent à partir de 10 km/h de vitesse de vent, voire un peu moins. Et la noctule, elle vole jusqu'à 40 km/h de vitesse de vent. Il y a une zone où là, ça commence à poser un sérieux problème. Et la noctule, en fait, elle, la difficulté à laquelle elle est exposée, c'est qu'elle ne parle pas l'humain. Alors, il y a parfois des projets de développement éolien dans lesquels
les développeurs disent non mais en fait allez, on couvre l'essentiel des chauves-souris en vol, les dernières elles vont s'adapter. Ouais, mais elles ne parlent pas l'humain. Elles, leur problème, il est de deux types. Le premier, c'est qu'elles ont un rayon d'action de 20 km autour des colonies et elles volent entre 50 et 200 mètres d'altitude. Vous voyez à peu près le problème. Elles volent. Moi, j'en ai traqué en forêt de Rambouillet, c'est-à-dire en gros, j'en ai équipé d'un petit émetteur et puis je les ai suivies. La moitié du temps, elles étaient au-dessus de la forêt, puis l'autre moitié du temps, elles allaient en plaine de Beauce, en zone de développement éolien. Un cadavre de chauve-souris sur 3 en plaine de Beauce, et on en compte 9 par éolienne, pas par parc, par éolienne. 1 sur 3, c'est une noctule commune. Il n'y a plus aucune noctule commune en forêt de Rambouillet. Et ça, pour une autre raison. L'autre problème, c'est que la noctule, elle migre, elle bouge. Et notamment, les noctules du nord de la France, elles vont jusqu'en Italie ou jusqu'en Espagne pour profiter des hivers un petit peu plus doux. Mais une fois qu'elles y sont, en fait, une fois qu'elles commencent leur migration, elles cherchent des points de repère. Et puis vous savez, cette fameuse manie qu'ont les mâles de chauve-souris de chercher des points hauts, des endroits propices pour se poser, puis chanter et appeler les femelles. Et bien c'est ce que font les noctules, ils cherchent des points hauts. Avant, il y avait des arbres, même en plaine de Beauce, jusque dans les années 60, il y avait des arbres, jusqu'à l'industrialisation agricole. Ces arbres ont disparu et sont maintenant remplacés depuis une vingtaine d'années par les éoliennes, que les noctules utilisent. Elles se posent sur le mât, les mâles se posent, ils appellent les femelles qui arrivent, qui voient les pâles. Mais on ne se rend pas compte à des vitesses de vent, par exemple, de 30 km/h, l'éolienne, elle fait 14 tours minute. Pour des pales de 90 mètres de longueur, aujourd'hui on en voit de gabarit 120. 90 mètres de longueur, le bout de pale il est à 300 km/h. Donc ça peut arriver plus vite que la chauve-souris. Et imaginons qu'elle arrive à l'éviter, la pression de l'air au bout est telle que si l'animal passe trop près, avec son rythme cardiaque à 800 pulsations cardiaques à la minute, les viscères elles implosent. Et c'est ça qui les tue, c'est ce qu'on appelle le barotraumatisme. Face à ça, il y a des solutions qui existent, des solutions techniques qui consistent à brider, à empêcher les éoliennes de tourner quand il y a des chauves-souris en vol. Et à la limite, donc ça entraîne une perte de rentabilité, mais je pense qu'à un moment donné, il faut se faire les bons choix de société. En tout cas, les éoliennes, elles tournent le plus quand? Elles tournent le plus en hiver. Elles peuvent tourner la nuit en hiver. Même les oiseaux en migration, je crois que c'est plutôt à partir du mois de mars, mais en novembre, décembre, janvier, février, par exemple, c'est tranquille. Donc là, elles peuvent tourner en pleine nuit. Ça ne pose pas de problème, en tout cas pour la faune sauvage. Et si je vous refais le cycle, pour des raisons... au début, on nous a vendu le climat. Mais plutôt pour des raisons énergétiques, on développe ces énergies-là, avec le moins de contraintes possibles vis-à-vis de la biodiversité. Ça tue les noctules, qui du coup ne régulent plus les hannetons, qui tuent les chênes, qui ne captent plus le carbone, qui est la première chose à faire pour nous aider à régler le problème climatique. Vous voyez le truc? Ce que je vous raconte là, pour info, ça fait discuter au ministère de l'écologie et au ministère de l'énergie, là, ils ne sont pas très fiers en fait. Ils sont même un peu en délicatesse vis-à-vis du sujet, on va dire ça comme ça. Pour finir, je voulais juste exposer la situation suivante, compte tenu de tout ce qu'on vient de se raconter collectivement. Clairement, je pense qu'il faut qu'on arrive à remettre en question notre manière d'appréhender, de voir tous ces animaux. Ces animaux, les chauves-souris, elles nous accompagnent depuis l'émergence de l'humanité en réalité. Elles étaient là avant nous. Les premiers hommes qui sont arrivés, notamment du coup en Europe, ils ont colonisé l'Europe en profitant des abris sous roches, des grottes. De manière certaine, il y avait des chauves-souris. On en a des preuves. Il n'y a aucune peinture rupestre qui montre des chauves-souris. Pas du tout. Pourtant, elles étaient là. Et ce qui est assez fou, c'est que nous, on allait en forêt la journée pour aller déterrer des tubercules, cueillir des baies, des fruits, pourquoi pas chasser. Et puis on revenait le soir à la tombée de la nuit, on faisait un feu, puis on cuisait nos aliments, ou alors on se réchauffait auprès du feu. Au moment où les chauves-souris qui étaient au fond de la grotte sortaient pour aller elles-mêmes dans la même forêt que celle où on était dans la journée. Quelque part, c'est un peu comme si ces chauves-souris sont nos fantômes de la nuit, peut-être que pour elles, on est leurs fantômes du jour. Qui sait? Mais du coup, ça veut dire qu'elles ont probablement conscience depuis l'émergence de l'humanité de qui nous sommes nous. Mais jusqu'où ça va?
Quelle est la conscience qu'elles ont de qui nous sommes? Je ne sais pas vraiment vous répondre à cette question, mais j'ai juste une petite histoire à vous raconter pour finir. Certains printemps, je vous l'ai raconté tout à l'heure, la météo est pourrie et du coup, il n'y a pas de nourriture pour toutes les chauves-souris. Chez certaines espèces comme le murin de Bechstein, ça conduit à l'avortement de certaines femelles. Mais chez d'autres, ça se passe différemment. Je me souviens d'un mois de juin. Il avait plu pendant tout le mois de mai, le mois de juin n'était pas génial. Pour la 3e fois du mois de juin, j'ai un coup de fil d'une dame qui me dit « il faut que tu la sortes. J'ai une chauve-souris. » Donc c'était une voisine en fait, elle n'était pas très loin, elle m'appelle à 14h05. À 14h10, je suis chez elle. Vous voyez, c'était juste à côté. Et là, elle me dit « elle est là-bas. » Je lui dis « il est où ton monstre ?» Elle me dit, c'est le petit point là-bas, là. En fait, c'était un bébé chauve-souris qui était minuscule, c'était une petite pipistrelle qui faisait 1,5 gramme. Donc vraiment tout petit, qui n'avait pas de poils, qui était probablement né la veille ou la nuit, voire le matin même. Je récupère l'animal. Alors l'animal, il était posé sur le crépi à 1,50 m de hauteur, 3 mètres devant la porte d'entrée. Point de passage des humains. Assez incroyable. Donc, je récupère l'animal, je le mets sous la manche de ma chemise, pour ensuite le transférer à un centre de soins. Mais en attendant, je pose la question, mais t'es sûr que l'animal, il n'était pas là auparavant? Ah non, c'est certain. Ce matin, mes enfants ont joué là devant, et puis je suis allé faire des courses, je suis revenu, j'ai posé tous mes sacs de courses devant l'entrée, on a rentré les courses, etc. Juste là devant, on l'aurait vu, il n'y a pas de problème. À 13h45, on est sorti pour que j'emmène mes enfants à leurs activités, et puis je suis revenu à 14h05, et là il y avait, oui, le monstre, le truc énorme, ouais. 1,5 gramme de truc. Bon, ok. Vraisemblablement, l'animal a été posé entre 13h45 et 14h05. Et là, je me dis, on va faire le tour quand même, pour essayer de comprendre d'où vient l'animal. Je dis, t'as pas de colonie de chauve-souris chez toi? Ah ben non, je suis phobique, je le saurais, c'est pas possible. Je me serais débarrassé avant. Je fais le tour quand même. J'arrive sur le pignon de la maison, mais qui donne de l'autre côté vers la forêt. Et là, je regarde en haut, je vois plein de points noirs, je regarde au sol, je vois des petites crottes, je les prends. Alors vous savez, pour reconnaître des crottes de chauve-souris par rapport à des crottes de souris, vous frottez dans les doigts, si ça tombe en poussière, c'est de la crotte de chauve-souris. L'engrais le plus puissant au monde. Donc récupérez-les, mettez-les dans vos pots de fleurs. Moi, cette année, je les ai mis dans mes patates. C'était énorme. Super efficace. Donc je vous les conseille, les crottes de chauve-souris. Bon là, en l'occurrence, j'ai compris que la colonie, elle est là. Je fais le tour, je reviens vers elle. Elle me dit, alors, Aya, tu parles. Vraisemblablement, ça faisait des années qu'elle était là, elle s'en était pas rendu compte. Pourquoi lui faire peur pour rien? Franchement. Donc résultat des courses, rien. Mais il n'empêche que si on se met à la place de ce qui s'est passé, si on tente de reconstituer les événements, ça veut dire que la mère, elle aurait pu décider effectivement d'abandonner son jeune et de le laisser tomber par terre. Elle aurait pu le transporter, l'amener contre l'un des arbres, et puis le laisser là. Non, en milieu de journée, alors qu'elle sait que c'est le moment où il y a le plus d'activité dans la maison, elle s'envole, elle fait le tour, elle vient déposer son jeune devant la porte d'entrée. Comme si elle savait que nous les humains, on est capables de prendre en charge l'animal, qu'elle ne peut pas prendre en charge. Et moi je trouve que c'est une belle manière d'imaginer la façon dont ces chauves-souris nous perçoivent. Vous voyez, par rapport à ce qu'on a évoqué avant, tout n'est pas acheté dans l'humanité, puisque même les espèces qui sont devant, elles nous imaginent d'une manière assez idyllique. Du coup, j'avais juste envie de finir cette présentation par 2-3 petites remarques. La première, c'est que, vous voyez cette photo-là, qui représente une belle colonie de reproduction de murins enrayés chantrés dans la plupart de nos régions. Et bien cette photo-là, il y a 30 ans, on n'aurait pas pu la faire. Parce que les murins à oreillers chantrés, ils ne se portaient pas très bien. Et les efforts qu'ont fait plein de gens, dont certains se trouvent dans la salle, en faveur de la conservation de ces chauves-souris, ça finit par porter leurs fruits. Et on a vu les populations de ces chauves-souris augmenter en France. Donc ça veut dire que ça vaut la peine. Et puis, quand ces populations augmentent, comme elles sont assez hautes dans la chaîne alimentaire, ça veut dire que quelque part, l'ensemble de votre paysage a conservé des éléments favorables pour l'ensemble de la biodiversité de ce site.
La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que, on a bien compris, on vit dans un monde d'interaction. Alors je vais juste te poser une question et soyez honnête. Quand j'ai commencé à vous raconter l'histoire de la chenille tordeuse verte du chêne qui mange les feuilles de chêne, l'horrible petite bête, qui s'est mis à détester la tordeuse? Il y en a qui l'ont détesté un peu au tout début de l'histoire ou pas? Non? On voit que vous êtes attaché à la forêt ici, c'est un territoire spécial. Dans certaines conférences, il y en a plein qui m'avouent qu'ils font « Oh oui, on l'a détesté ». Mais il n'empêche qu'on est bien d'accord sur le fait que cette chenille, en réalité, elle joue un rôle fondamental dans le bon fonctionnement de l'écosystème aussi, qu'elle est importante pour nourrir plein d'autres espèces, qui, parce qu'elles sont là et pendant un temps peuvent se nourrir de cette chenille, sont aussi là pour, à un moment donné, manger d'autres espèces d'insectes qui pourraient aussi, à un moment donné, ravager la forêt. Donc, en fait, on a besoin de tous les habitats de chacune de ces espèces. Et puis, en plus, cette petite chenille, finalement, elle contribue à renforcer le système immunitaire des arbres, et donc à renforcer aussi notre système immunitaire, par voie indirecte, mais donc, du coup, elle est importante même pour nous, cette petite chenille. Puis enfin, juste la dernière chose, alors c'est une photo de moi au pied de Quercus avec ma fille. En tout cas, ce qui va compter, je pense, à partir de maintenant, compte tenu de tout ce qu'on est en train de vivre collectivement, c'est d'être en capacité de nous raconter des histoires tous ensemble, qui peuvent être attachées à des projets collectifs communs pour la société, qui peuvent être attachés à un territoire, mais qui vont faire sens pour nous aider à dépasser toutes ces crises qu'on est tous en train de vivre collectivement. Voilà, il va falloir qu'on se raconte les bonnes histoires. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions, je ne sais pas comment on opère. Est-ce que certains parmi vous ont des questions ou pas, ou des remarques, des réflexions, des compléments? Ils sont timides, hein. Ils n'ont pas peur des papillons, mais ils sont pas timides. Il y a des micros à votre disposition, n'hésitez pas si vous avez des questions. Bonsoir, vous avez... Près de la bouche. Vraiment près de la bouche. Oui, donc on a bien compris que la chauve-souris a des super pouvoirs, voire même un certain sens de vie prolongée, si ce n'est pas éternel. Je me posais juste la question des prédateurs. Quel genre de prédateurs? Alors en fait, le premier gros prédateur, c'est le chat, qui fait vraiment des très très gros dégâts. Il aime bien jouer. Moi j'ai déjà vu des chats sur des gouttières qui attendaient. Parfois, si vous voyez des gens dans la rue qui jettent des cailloux à vos chats qui sont sur les gouttières, c'est parce qu'il y a peut-être une colonie de chauves-souris et que du coup quelqu'un s'en est aperçu et s'est tenté de faire fuir le chat. Je dis ça parce que ça m'est arrivé. Et je me suis fait courser par une dame qui ne voulais pas que jette des cailloux sur son chat. Et je lui ai dit, d'accord, mais elle tue pas mes chauves-souris. Ça donnait lieu à une discussion un peu étrange à la tombée de la nuit. Mais du coup, oui, le chat, il est terrible. Après, dans les prédateurs naturels, finalement, c'est quand même assez rare. Parfois, des rapaces, ça peut arriver. Alors moi, je connais une histoire, en 2003, dans un des suivis que je faisais, j'allais 2 fois par semaine, 3 semaines sur 4, au même endroit pour observer justement les chauves-souris. Et il y avait un point en particulier qui était à l'entrée d'une lande reconstituée suite à la tempête de 99 qui avait couché 550 hectares de forêt. Et en fait, c'était assez drôle parce que il y avait un faucon obro qui était posé sur un pin. Et puis il y avait une sérotine qui traversait la lande à la tombée de la nuit tous les soirs. Alors la sérotine, c'est parmi les grosses chauves-souris. Et il y avait le faucon obro qui arrivait et puis qui à chaque fois faisait des piquets pour tenter d'attraper la sérotine. Et le faucon, il en tentait 3, 4 grand maximum. Puis à chaque fois, il ratait, donc il repartait. Puis la sérotine, elle finissait alors, en faisant des cabrioles pour éviter le faucon. Puis un soir, je n'ai plus vu ni le faucon ni la sérotine. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, certains me disent, le faucon a mangé la sérotine. Moi, j'imagine la sérotine sauter au cou du faucon, puis le saigner complètement pour qu'il lui foute la paix.
Voilà, donc ça peut arriver. De manière très occasionnelle aussi, des animaux comme martres ou renards peuvent parfois accéder à une chauve-souris, notamment en hibernation. Ça peut arriver aussi. Et puis on m'a rapporté le cas d'une couleuvre d'Esculape qui s'est grimpée et qui à un moment donné avait grimpé dans une fissure d'une porte d'entrée de maison et qui du coup était montée et était entrée dans la petite fissure qui était au-dessus de la petite poutre d'entrée et puis il était passé par-dessus. En fait, il y avait une colonie de pipistrelles là, et d'un seul coup, toutes les pipistrelles, on est en milieu de journée, se sont barrées, sauf l'une, puisqu'en fait, quand la couleuvre est ressortie, il y avait une aile de chauve-souris qui dépassait. Donc vraisemblablement, la chauve-souris a perdu. Mais ce que je pourrais rajouter aussi, c'est que à un moment donné, je vous ai raconté le fait qu'en forêt, elle pouvait être amenée à changer parfois de loge parce que tout le monde ne tenait pas dans la même loge. Mais en fait, elles peuvent changer tellement de loge que pour une espèce comme le murin de Bechstein, elles peuvent changer de loge 300, et en utiliser 300 différentes dans l'année. C'est considérable. Et en fait, l'une des raisons expliquant ça, il y a le fait d'éviter un prédateur, type une chouette, qui se mettrait devant la loge et qui prendrait l'habitude, du coup, d'avoir les chauves-souris ici et être en capacité d'en prélever régulièrement. Après, il y a deux autres fonctions de ces changements de loge. Il y a un effet antiparasitaire. Et puis le dernier, et là, ça rejoint, vous savez, je vous parlais tout à l'heure du caractère très fort de certaines femelles dans les colonies. Eh bien, le fait que toutes les femelles ne tiennent pas dans la même colonie et qu'en plus de ça, certaines d'entre elles aient un caractère très fort, ça incite les groupes à s'éclater régulièrement pour permettre à celles qui sont plus introverties dans leur caractère de s'exprimer aussi au sein du groupe. C'est assez marrant. Et juste pour finir, ce comportement-là, c'est ce qu'on appelle la fission-fusion, c'est-à-dire que chaque soir, les groupes fusionnent, et au petit matin, après qu'elles aient chassé, ça fusionne. Et la fission-fusion, ça a été décrit notamment chez deux autres mammifères, l'éléphant d'Afrique et le chimpanzé. Encore une fois, on compare ces chauves-souris qui font 10 grammes avec des animaux comme l'éléphant ou le chimpanzé, quoi, avec une taille de cerveau qui est quand même pas identique au nôtre. Plus de questions? Moi, je voulais avoir des informations sur la migration de certaines chauves-souris. Jusqu'où vont-elles et pourquoi certaines restent et d'autres pas. Alors, ce sujet-là est en train de se compliquer. Commencer par comme ça une réponse. Je ne sais pas si ça va bien vous éclairer cette histoire. Mais non, il y a très peu de chauves-souris qui migrent, mais il y en a quelques-unes. Il y a en gros 4 ou 5 espèces grand maximum qui migrent, comme les noctules, la pipistrelle de Natusius, voilà, une petite chauve-souris, et puis notamment la Cérotine bicolore, qui est plutôt une espèce nordique. En fait, la manière dont ça se passe, c'est que c'est un peu comme les oiseaux en réalité, hein, c'est qu'elles cherchent à changer d'espace pour profiter d'un habitat un petit peu plus clément en hiver. Ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait de la transhumance en réalité. C'est-à-dire que même pour les autres espèces, c'est pas forcément toujours de la migration vraie, mais on s'est rendu compte en marquant des individus que certains d'entre eux, par exemple des grands rhinolophes, étaient capables de faire 150 km entre les zones où ils vivent en colonie et puis les zones où ils se retrouvent en plein hiver en hibernation tout seuls dans leur coin. Et puis d'est en ouest ou d'ouest en est, ça n'a pas de raison à proprement parler liée à un changement du climat. Donc il y a des choses qui sont parfois un peu difficiles à comprendre et qu'on est en train d'essayer de documenter. Et le dernier élément qui complique un peu la donne, c'est le changement climatique. Parce que le changement climatique, il a une conséquence, c'est qu'il rend certains de nos hivers plus doux. Et comme les hivers sont plus doux, l'une de nos hypothèses, c'est que certains individus de ces espèces migratrices pourraient arrêter de migrer, les conditions devenant plus favorables à l'endroit où elles sont naturellement. Et ça pourrait changer un petit peu la donne, même en termes de conservation. Vous voyez ce que je racontais tout à l'heure sur les éoliennes et les noctules. Et si les noctules en venaient à plus migrer,
faudrait raisonner les choses encore différemment, en centrant les efforts notamment sur la période de la mise bas, de la reproduction et de l'élevage des jeunes. Mais il n'empêche que du coup, les choses seraient à considérer de manière différente. Je pense que ça marche, il faut juste que vous mettiez le micro près de la bouche. Oui, vous m'entendez? Donc moi j'habite à un petit village qui s'appelle Domariage. Je voulais vous faire part d'une petite histoire que j'ai vécue. Donc il y a peut-être 5 ans de ça, moi donc je rentre ma voiture qui est constituée d'un mur d'agglos. Et bon, il y avait un petit trou, des bruits bizarres. Donc j'en vais faire un ami qui est photographe animalier. Il me dit, bah, écoute, nous on a cru que c'était des petits loirs avec mon mari. Il me dit, écoute, essaye d'acheter une petite caméra nocturne, tu verras ce que c'est. Et donc mes enfants se foutaient un petit peu de nous, parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'en fait c'était une petite colonie de chauves-souris. Et tous les soirs, avec mon mari, on regardait l'évolution, la vie. Parce que c'est une mini-société, hein, c'est incroyable, c'est trop rigolo. Donc, suite à ça, je me suis dit, bon, ben, des petites chauves-souris troglodytes, ben, pourquoi pas, je trouvais que c'était peut-être intéressant. Donc j'avertis le conservatoire d'espace naturel de Haute-Marne. Je leur ai envoyé des petites vidéos et donc ils sont descendus, ils ont vérifié effectivement que j'avais une petite colonie dans mon petit trou, voilà, dans mon trou d'aglo. Et donc depuis, je suis devenue gîte de petites chauves-souris. Et ça fait donc un petit peu tache d'huile dans le village, puisque maintenant donc j'ai un autre ami qui est là, qui est également gîte. Nous sommes 5-6 gîtes à Domarien, voilà. Donc voilà, si vous voulez, et que vous tenez à conserver des petites chauves-souris qui nous sont fort utiles et qui sont effectivement, je vous le confirme, majestueuses, et puis, enfin moi je suis, non je suis novice, mais je suis, elles m'ont fascinée complètement. Voilà, donc prenez contact avec le conservatoire, et puis c'est une petite convention qui vous demande rien de plus, en plus, voilà, les préserver. Il est là, il se cache, je vois qu'il s'enfonce sur sa chaise. Il est là, le conservatoire. T'as des cartes sur toi pour en distribuer non. C'est tellement important. Bah merci, mais merci pour elle. Oui. Merci pour elle. Et, minimum qu'on puisse le rendre. mais vous savez, en fait, moi par exemple, j'en ai aussi chez moi, du coup, des chauves-souris. J'ai 3 espèces, je fais un plume et volée. Et on se fait le soir des petits moments, parfois avec les amis, quand on est encore en terrasse et que la nuit commence à tomber, on se met dehors, on tourne les chaises et puis on les regarde sortir. Généralement, elles se rapprochent de nous, ce qui nous arrange parce que du coup, ça veut dire qu'elles sont en train de tenter de manger les moustiques qui veulent se rapprocher de nous. C'est génial, c'est idéal. Et c'est un très bon moyen de faire comprendre aussi à tout le monde que c'est des animaux, mais alors pas du tout dangereux et que, voilà, que c'est des animaux qui sont formidables. C'est un petit peu le but, en fait, c'est démocratiser justement... on puisse apprécier voilà, ces animaux-là et tous les enfants sont sensibilisés. Ouais, bah, bravo, bravo, bravo. Oui, je voudrais rebondir sur ce que dit Madame, mais effectivement, on voit qu'aujourd'hui, on a vraiment une responsabilité forte face aux chauves-souris. Dans la conservation des habitats, tu le disais Laurent, hein, que ce soit les habitats, les milieux ouverts, les forêts, mais aussi nos maisons. Cet été, on est passé sur le secteur d'Aubry, hein, enfin, je représente entre autres une association qui travaille un petit peu sur les chauves-souris. On est passé sur une trentaine de villages du secteur d'Aubry et on a trouvé des chauves-souris donc, dans tous les villages. Donc on visitait principalement les bâtiments communaux, mais on trouve des chauves-souris dans tous les villages. Et aujourd'hui, certaines espèces, entre autres le petit rhinolophe dont tu as abordé, mais également la barbastelle, sont très inféodées à nos habitats. Alors la barbastelle, ça peut paraître curieux, parce que c'est une espèce très forestière, mais ici sur les plateaux calcaires, en tout cas, les colonies de reproduction, on les trouve aussi beaucoup dans nos maisons. Donc c'est pour dire que en colonies de reproduction l'été, l'hiver dans nos caves et d'autres endroits encore, en tout cas, elles sont très liées à nos habitats et du coup, on a une forte responsabilité pour les conserver. Voilà, c'est juste pour faire un lien avec ce que dit Madame. Ça me permet de rebondir juste. En fait, on est en train de tourner un film documentaire qui sera diffusé sur Arte dans une petite année sur le livre Les fantômes de la nuit. Et en fait,
Ça fait 1 an qu'on est dessus. On a démarré en janvier dernier. Et puis, arrive le mois de septembre, on est vers la fin du tournage, et on entre dans une maison forestière, dans le Cantal, qu'on a réhabilitée pour ces animaux. Avant qu'on le fasse, il y avait 5 petits rhinolophes. Et maintenant, depuis qu'on a fait les travaux il y a une dizaine d'années, il y a 150 petits rhinolophes, de la barbastelle, des murins envoyés chancrés, de la sérotine commune et de la pipistrelle commune. Il y a plein d'espèces. Et on y entre, là en septembre, et le caméraman et puis le preneur de son le suivent, on fait quelques images, on en voit plein, on est en milieu de journée, mais en fait ça ne les gêne pas, on entre dans le bâtiment, elles sont déjà en vol, il y a plein d'interactions, mi-septembre, il n'y a plus de jeunes, tout va bien. On ressort, et puis la réalisatrice de ce film de documentaire, en fait, ce qu'elle ne m'avait pas dit, mais elle me l'a confié à ce moment-là, c'est qu'en réalité, elle a pris le film documentaire parce qu'elle en avait peur de ces animaux. Et que c'était pour elle un moyen de renouer contact avec elle. Et donc, du coup, elle était très intéressée par le sujet. Mais elle n'avait pas osé entrer là dans le bâtiment. Et là, je lui dis, Claire, suis-moi, on va rentrer juste sur les 3 premiers mètres, il y en a juste là à côté, mais ça vaut le coup. Et en fait, elle n'ose pas. Alors je la prends par le bras, puis je la tire jusqu'à la porte d'entrée, j'ouvre la porte d'entrée, je la rentre dedans, et puis je me glisse derrière, je referme la porte, et là je la sens toute fébrile. On fait 3 mètres. Et alors qu'on a fait 3 mètres, on en voit 2 qui sont posés juste à côté de nous. Alors le petit rhinolophe, vous voyez, c'est 1 pouce, hein. C'est tout petit, 6 grammes. Et le petit rhinolophe, il a une faculté d'être vraiment curieux et d'être en contact avec nous. Et à un moment donné, il y a l'un des petits rhinolophes qui est en vol, qui est un petit peu plus loin, et puis il commence à se rapprocher, et puis il se rapproche de Claire, la réal. Alors Jérémy, tu vas faire Claire. Ça va, tu vis bien. Bon. Et le petit rhinolophe, il arrive, moi je suis juste à côté d'elle, et il fait ça. Droit dans les yeux, à 25 cm de son visage, il la regarde, il repart, et puis il revient. Et il se met juste face à elle, et il repart. En fait, c'est des animaux qui ont vraiment conscience, enfin moi j'ai l'impression qu'ils ont une conscience, quelque part, de qui nous sommes, ils sont curieux de nous. Et ça me rappelle une autre anecdote qu'on a vécue avec Bruno, ici présent. Et je ne sais pas s'il n'y en avait pas d'autres, je sais, bon Samuel, toi tu n'étais pas là, je pense pas, mais à un moment donné, on était à faire des suivis de chauves-souris sur des secteurs suivis par Bruno, depuis de nombreuses années, et on en a profité pour y emmener quelques-uns de nos collègues de l'ONF pour les former à une méthode qui s'appelle la capture de chauves-souris. Et Bruno, à un moment donné, nous guide sur un réseau de cavités qui était propice en cœur de forêt pour poser des filets et s'entraîner à capturer des animaux devant les entrées de ces cavités. Et à un moment donné, j'arrive sur l'un des stagiaires qui avait posé son filet, et puis au moment où j'arrive, la nuit commençait à s'installer tout doucement, on voit un trou en haut dans le filet. Et là, il voit le trou, il me voit que je vois le trou, il commence à prendre des branchages pour mettre devant. Au moment où il fait ça, on voit un petit rhinolophe qui est derrière le filet, qui commence à tourner. Et puis, il repart, puis il revient, et là, je lui dis, stop. Il me dit, on va le rater. Je lui dis, attends, s'il passe dans le trou, et le trou, je vous assure, il faisait ça. C'était pas énorme. Mais là, je lui dis, attends, s'il passe par là, il mérite qu'on lui foute la paix, quoi. On va voir ce qui va se passer. Et il s'est passé ce qui devait arriver, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il a tourné, il a vu le trou, il a replié les ailes, il est passé par le trou. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. C'est qu'il nous a accompagnés toute la soirée. En fait, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui était au pied de son filet, puis d'un seul coup, il y avait une chauve-souris qui venait, puis qui lui tournait autour. Et c'était ce fameux petit rhinolophe. Et ça a duré toute la nuit. Et arrive le moment de replier l'ensemble du dispositif. On plie tout, et puis c'était le dernier soir, c'était le jeudi soir. On s'est mis en cercle un peu pour marquer le coup, pour se dire, bah tiens, tu t'en souviens. Et en fait, on se met en cercle pour marquer le coup de la fin de la soirée. On avait vécu quand même des moments forts pendant toutes ces nuits, pendant toute une semaine. Et alors qu'on est en train de discuter, on dit, bon, on a eu ça, on a eu ça, on a eu ça. Puis au moment, il y en a un qui dit, ah mais au fait, vous l'avez eu, le petit rhinolophe, là ah oui, effectivement. Et au moment où on se dit ça, le petit rhinolophe arrive, il vole à ça du sol, il passe entre les jambes de l'un d'entre nous,
et il tourne à l'intérieur du cercle, il ressort, il passe entre deux d'entre nous, il revient à l'intérieur, puis il ressort et tout. Ça a duré 1 minute et demie. Et à un moment donné, on s'est arrêté de parler, puis on le regardait, puis on se regardait les uns les autres en se disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» En même temps, il avait passé toute la soirée avec nous, il était assez normal qu'il participe à ce petit hub collectif de revoir. Ils sont vraiment étonnants. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête là? Je vous propose, je me tiens à disposition pour des petites dédicaces si certains en veulent. Je ne sais pas où je m'installe par contre. Je vais là-bas, au bout. Voilà. Le temps que je plie, et après je rejoins là-bas la librairie. Merci à tous.